Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour les fans. Générique. Voilà, depuis plusieurs mois, on vous en parle à l'antenne dans nos épisodes. Cet épisode final de fin de saison arrive enfin. C'est avec un grand plaisir qu'on vous parle aujourd'hui depuis le stade de la Maladière. On a une magnifique vue sur le stade depuis cette loge pour cet épisode. Alors aujourd'hui, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut. Je suis avec Sam. Salut Sam. Salut. Je suis avec Mathéo. Salut Mathéo. Salut. Je suis avec Mickaël. Salut Mickaël. Bonjour. Et puis, nous l'avons annoncé depuis déjà plusieurs semaines. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, pour faire ce bilan de saison, d'accueillir Christophe Moulin, directeur football de Neuchâtel Xamax. Bonjour, monsieur Moulin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre proposition de faire cet épisode. Et puis, voilà, c'est vraiment un grand honneur pour vous de pouvoir débriefer un peu cette saison avec vous et puis parler de la prochaine saison. Et puis, j'ai failli oublier, aujourd'hui, nous avons aussi le plaisir d'avoir du public. Salut le public. Vous êtes du coup 11 à avoir répondu présent à notre invitation aujourd'hui, puis c'est un grand plaisir. Et puis voilà, on se réjouit après de vous entendre poser des questions, que ce soit à Monsieur Moulin ou à un des animateurs du podcast. Alors, au sommaire de cet épisode, on va commencer par faire un débriefing complet de la saison. On l'abordera tour par tour. Chacun des animateurs s'occupera de discuter d'un tour. Et puis, il y aura ensuite un moment de discussion autour de la future saison 2024-2025. Il y aura la parole aux invités. Vous pourrez poser vos questions à ce moment-là. Et puis ensuite, il y aura un petit moment aussi de parole aux animateurs. J'aimerais vous entendre, vous aussi, faire un peu le bilan de cette expérience Xamcast. Et puis, on terminera un peu par divers remerciements et on vous donnera quelques infos pour la saison 2, puisqu'on a le plaisir de vous l'annoncer. Ce n'est pas forcément une surprise, mais Xamcast aura bien évidemment une saison 2. Voilà. Sur ce, je vous propose qu'on passe directement à la première rubrique. Voilà, la saison s'est terminée il y a maintenant un petit peu moins de 2 semaines avec ce match nul à Baden. Et puis, Neuchâtel Xamax a conclu cette saison 2023-2024 à la 4e place du classement, à égalité avec le FC Vaduz. Avant qu'on parte dans le débriefing tour par tour, Monsieur Moulin, peut-être juste un sentiment un peu général pour vous en tant que directeur football à l'issue de cette saison. Comment vous terminez, vous, en tant que directeur de foot, la saison 2023-2024 ? Globalement, on va dire qu'on est satisfait parce que les objectifs qu'on avait annoncés en début de saison ont été atteints. Ce n'était pas seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan, je dirais, de l'aspect des fidélisations du public, quand même, où le public nous a suivis malgré tout, sur le plan de l'académie, parce qu'il faut voir le club au sens large, sur le plan de son développement aussi, et je pense que de ce côté-là, on peut être satisfait. Très bien. Alors, je vais sans transition passer la parole à Mickaël qui va un peu nous parler du premier tour. Oui, un premier tour avec un bilan comptable de 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites, un bilan équilibré, 14 buts marqués, 12 encaissés. Faut dire qu'après un départ tambour battant, 10 points sur les 4 premiers matchs et des résultats dans des matchs, dans des rencontres clairement pas anodines. On se souvient de la raclée à Thun, face au FC Thun à domicile, de ce succès probant à Haro dans un stade jamais facile à aborder. Le rendement a ensuite bien chuté dès le début de l'automne. On parle souvent, comme on a pu en parler lors des saisons précédentes, de l'élimination en coupe contre Young Boys comme l'un des éléments déclencheurs de ce petit déclin. Est-ce que c'est vrai selon vous ? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent cette baisse de forme après ce départ tambour battant ? Est-ce qu'il y a un tournant pour vous ? Il y a certainement plusieurs éléments à mettre dans la balance. Tout d'abord, c'est vrai qu'on a commencé fort après les barrages de Rapperswil, avec, comme vous l'avez dit, ces 4 matchs 10 points. Ensuite, on était allé à Vaduz, accrocher un point en dernière minute par Mats Samrich sur ce but-là dans les arrêts de jeu. Mais c'est un match qu'on aurait dû clairement gagner, tout comme celui qu'on a dû jouer après contre Bellinzone ici. On l'a concédé malheureusement en fin de match. Après, c'est vrai qu'il y a eu Young Boys. On a mis beaucoup d'énergie là-dedans.
Il y a eu beaucoup je dirais, de pression autour de ce match. Et puis de ce côté-là, après, on a pensé que l'équipe, après cette performance, elle avait franchi un palier. Et peut-être ça a été l'effet inverse qui s'est produit. Vous pensez qu'il y a peut-être eu disons, un trop grand gain de confiance après cette défaite satisfaisante, disons, face à Young Boys? Disons que ce genre de match prend énormément d'énergie mentale, il faut le dire. Vous jouez Young Boys, c'est pas tous les jours. En plus, eux, ils jouaient la Champions League juste derrière. Il y avait aussi du public. Et puis, c'était un vrai match de gala. Alors, c'est vrai que les joueurs de notre côté, ils ont tout donné. Et après celui-ci, ils se sont dit, tiens, on a une super équipe. Je me souviens que Sead Ajrović avait annoncé qu'on avait une équipe pour monter. Et de tout à coup, en quelques semaines, de vouloir passer une saison confortable, on a parlé de vouloir monter, en tout cas certains joueurs. Et peut-être aussi qu'on peut se dire qu'il y a eu, tout à coup, on s'est cru trop beau. Et au lieu de faire tous les efforts qu'on aurait dû faire un peu plus, on a lâché un tout petit peu. Et là, quand vous perdez quelques pourcents sur les performances de chacun, après, il vous manque quelque chose. Et on l'a vu dans les matchs qui ont suivi. Ok, j'aimerais parler aussi un petit peu des joueurs qui ont été clés durant ce premier tour, d'un joueur en particulier. Alors, il y a clairement pour ce premier tour 2 joueurs qui sont pour nous sortis du lot. Le deuxième, on en parlera peut-être pour le deuxième tour, parce qu'il a fait globalement des tours 1 et 2 assez exceptionnels. Mais pour le tour 1, je voulais évoquer, vous l'aurez compris, Fabrice N'Sakala. Fabrice N'Sakala, est-ce que vous pouvez, Monsieur Moulin, nous expliquer un petit peu le chemin qui a mené à son arrivée à la signature du contrat à Neuchâtel? Parce que quand on l'a vu arriver en essai, on a vu aussi son parcours qui était assez exceptionnel. On n'a pas l'habitude en Challenge League d'avoir des joueurs ayant ce parcours-là. Et puis, mais c'était un peu l'inconnu sportivement parlant, et on s'est vite rendu compte que Fabrice N'Sakala est un joueur qui est vraiment à la hauteur de son parcours. Il a présenté un niveau de jeu exceptionnel globalement durant toute la saison, même si celle-ci a été un peu entachée par diverses blessures. Mais surtout, le premier tour, il a été excellent. Mais quand vous parlez du premier tour, vous parlez du premier tour des 9 matchs? Du tour 1 à 9. 9 matchs, d'accord. Oui, alors Fabrice N'Sakala, c'est un joueur qui était inactif depuis pratiquement 18 mois. Il avait été mis au placard dans son club de Beşiktaş en Turquie, après avoir déjà joué dans ce championnat, d'avoir gagné le titre, d'avoir joué la Champions League. Et ensuite, il a eu quelques difficultés là-bas. Il a fait 6 mois sans jouer. Puis ensuite, il est parti en France chez lui à Troyes, cherchant un contrat, étant en contact avec des clubs de Ligue 1. Finalement, ça n'a pas abouti. Et je pense que son agent a cherché des contacts à gauche, à droite. D'abord en Ligue 1. Ensuite, il s'est dit, ça ne marche pas. La Ligue 2, ça ne marche pas. Tout à coup, il m'a contacté parce que je le connaissais de la France de l'époque. Et puis, j'ai dit, écoute, oui, c'est clair que N'Sakala, c'est un super joueur. Il nous intéresse. Mais l'inactivité pour un joueur de 33 ans pendant 18 mois, ça pose quand même problème. Donc, ce qu'on a voulu faire avec lui, c'était de dire à l'agent, écoute, est-ce que Fabrice peut venir en test chez nous? Est-ce qu'il peut passer quelques jours, faire 1 ou 2 matchs amicaux pour qu'on se rende compte vraiment de son niveau? Et puis, c'est ce qu'on a fait avec lui. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il était fit parce qu'à 3, il s'entraînait avec la deuxième équipe là-bas pendant ces 12 mois, sans jouer de match, bien sûr. Mais il était prêt. Et puis, rapidement, avec le coach Uli Forte, on a été convaincus. Ok, merci bien. Oui, Mickaël, tu voulais encore réagir par rapport... Oui, juste sur cette période d'essai, c'est pas le seul à avoir fait ce genre d'essai au club. On en a vu plusieurs même durant les autres années sur cette préparation estivale. C'est quoi globalement le processus pour un joueur qui vient être mis à l'essai lors de l'été? Parce que c'est pas facile de se faire un avis sur un joueur en 2-3 matchs et en quelques entraînements. Comment on supervise un joueur à l'essai? Alors disons que le joueur qui vient avec des références, il va venir tout de suite signer un contrat au club, normalement. Mais il y a parfois des joueurs qui viennent de certains championnats dont on n'arrive pas à évaluer le niveau, on n'arrive pas à effectuer de comparaison. Donc ça, c'est des joueurs à qui on propose des tests, en fait. Ou alors le gars qui sort d'une longue période de blessure, qui doit se remettre dans le coup. Ou le cas N'Sakala, justement, qui revient d'une longue période sans jouer. Donc on les invite, ils font quelques jours chez nous et puis après on regarde ce que ça donne. Mais moi, ça nous permet aussi de voir la personne, de voir quel genre d'être humain c'est, pas seulement le joueur. Et puis ça permet aussi au joueur de se rendre compte si le contexte lui plaît. Parce que parfois les joueurs s'engagent chez nous et puis tiens, ils se disent mais je fais quoi ici? À la limite je sais pas, mais c'est clair qu'avec N'Sakala c'est important pour moi que lui il voit où il est par rapport au standard qu'il avait connu auparavant. Il a aussi joué à Anderlecht en Belgique, il a été champion là-bas et puis il fallait qu'il soit en adéquation avec ce qu'il voulait faire. Ouais. Totalement. Vous parliez des qualités humaines de Fabrice.
Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu justement dans les qualités humaines présentées par lui? Au tout début, je dirais, c'est son humilité déjà par rapport à son parcours, sa joie de vivre. C'est un gars qui est toujours souriant et qui est toujours de bonne humeur. Et puis après aussi, on a rapidement vu qu'il a tiré les jeunes avec lui parce que c'est un gars qui bosse à côté de l'entraînement. Nous, on cherche à avoir des joueurs qui font plus. On cherche à avoir des joueurs qui restent après les entraînements pour perfectionner leurs points faibles ou d'aller un peu plus aussi en salle de musculation ou alors à faire des traitements, des soins, des bains froids. Et je pense que lui, avec ses standards de l'étranger, il nous a apporté ça un petit peu à l'équipe. Effectivement, puis on le sent, Fabrice Nsakala, il est très très actif sur ses réseaux et on voit qu'il a vraiment noué de solides liens avec ses coéquipiers et puis qu'il est devenu vraiment tout au long de la saison un joueur important au niveau du vestiaire. Et puis je dois dire qu'aussi pour nous les fans, c'est quelqu'un aussi très agréable à côtoyer. Voilà, on espère que c'est vraiment un joueur qu'on pourra garder le plus longtemps possible au sein de l'effectif. On a besoin de joueurs comme Fabrice Nsakala. Oui, d'ailleurs, c'est en cours après seulement peut-être un mois ou deux que sa prolongation pour 2025 a été annoncée. C'était vu comme une évidence par les deux parties, cette prolongation. Oui, parce que pour un joueur de cet âge, c'est difficile de faire des contrats longue durée. Donc lui, on avait fait un contrat d'une année avec une option. Selon la performance durant cette saison, le contrat pouvait se renouveler. C'est clair qu'en ayant vu la façon dont on s'était mis ensemble, dont cette saison avait commencé, on s'est dit non, maintenant on retourne vers le joueur, on propose un contrat revu à la hausse avec une prolongation automatique pour lui éviter aussi de se stresser. Tiens, une fois il est blessé, pas blessé. Il a aussi des enfants qui vont devoir aussi à un moment donné chercher une école. C'est des enfants bas âge qui vont devoir commencer l'école et tout. Et je pense que c'est important que lui pouvait se projeter, je dirais, sur son avenir familial aussi, pas seulement sportif pour lui. En plus de ça, il arrive à un poste où la saison précédente, vous aviez connu pas mal de problèmes au niveau des latéraux. Donc je pense qu'aussi au niveau de l'effectif général sportif, au niveau du poste qu'il occupait sur le terrain, c'était une bénédiction son arrivée. Oui, et puis au tout départ de la saison, quand il est venu, on ne voulait pas forcément prendre un joueur pour 3 ans, sachant aussi qu'on avait peut-être Balarouban qui revenait de blessure, donc on ne voulait pas non plus bloquer Balarouban. Après, c'est vrai que vous avez un gars comme Nsakala qui vient, vous le prenez. Mais il y avait aussi une idée derrière la tête de faire le chemin pour Balarouban à moyen, long terme peut-être. Mais encore une fois, les opportunités font aussi le mercato. Des fois, il n'y a pas que le timing, il n'y a pas que l'aspect financier. Et là, pour nous, c'était, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une évidence. Très bien. Alors, je propose de passer la parole à Alex. Maintenant, on va passer au deuxième tour. Donc, ça veut dire les journées à 10 à 18. Alors, pour ce deuxième tour, le bilan comptable, c'était 2 victoires, 5 nuls et 2 défaites. 13 buts marqués pour 10 encaissés. La chute que l'on commençait à percevoir au début de l'automne se confirme. Aucune victoire entre le 11 du 8 contre Thun et le 10 du 11 à Baden. Comment expliquer un passage vide aussi long? Quel est le rôle du staff technique à ce moment-là? Quelles ont été les discussions en coulisses entre direction sportive et staff technique? Beaucoup de bonnes questions. Par où commencer? Vous savez, quand une équipe elle va bien au début, des fois on ne sait pas pourquoi. Hein. Puis quand elle va mal, on ne sait pas non plus parce qu'on est dans le sport. Et puis de la victoire à la défaite, il n'y a parfois que des détails. Et c'est vrai que pendant cette période-là, on s'est trouvé dans une difficulté, on s'est retrouvé un peu dans le trou. Certains ont revu les démons de la saison précédente. On commençait de nouveau à se faire du souci, à commencer par les supporters, je pense. Et je crois que le rôle du staff technique, de la direction du club, dans ces moments-là, c'est de continuer de bien s'entraîner, de bien soutenir les joueurs, de leur donner confiance. Parce que c'est quand ça va bien qu'on peut taper sur le clou, peut-être parfois être plus dur avec les joueurs, mais quand ça ne va pas comme c'était le cas, et on a quand même fait parfois de bons matchs aussi, mais sans faire de résultats, je pense qu'il faut rester tranquille. Et c'est ce qu'on a aussi fait au début du deuxième tour, ou de la troisième tour, comme vous dites, quand la deuxième phase a commencé et qu'on n'a pas eu les résultats tout de suite. Vous devez travailler plus, encourager plus, vous soutenir plus. Les joueurs doivent aussi faire des efforts ensemble. Ce n'est pas toujours le staff, la direction, mais les joueurs doivent prendre plus de responsabilités. On a besoin de leaders. Et c'est vrai que cette saison-là, ça a un petit peu manqué, on doit le dire. Comment est-ce que vous sentez dans ces moments-là le groupe, l'état du groupe, les joueurs et plus particulièrement le coach? Je vous pose la question parce que c'est quand même ces résultats nuls ou ces défaites qui arrivent un peu à répétition quand il n'y a pas forcément un bilan comptable positif. C'est souvent des points qui sont perdus en fin de match, dans des moments décisifs. Et comment est-ce que mentalement l'équipe elle réagit la semaine à l'entraînement à ces résultats-là? Comment est-ce que vous les récupérez, les joueurs, le lundi, le mardi, le mercredi à l'entraînement? Vous savez, aujourd'hui, on est quand même dans le monde de l'éphémère. Ça veut dire que vous jouez un match,
vous perdez, vous gagnez, vous faites match nul, et puis vous digérez ce qui doit être digéré, et puis rapidement on tourne la page, on se projette sur le prochain. Aujourd'hui encore plus qu'à l'époque, les joueurs ils tournent la page très rapidement et se refocalisent sur la suite. Et nous, on avait toujours ces entraînements du samedi matin à la suite du match du vendredi soir où l'entraîneur a fait un entraînement de compensation pour ceux qui ont eu moins de minutes, un entraînement de décrassage de soins pour ceux qui avaient joué tout le match ou pratiquement tout le match. Mais là, c'est l'occasion de réunir tout le monde, de les reprendre, de faire l'évaluation vidéo, de sortir le positif, de faire les corrections qui s'imposent. Après, vous avez congé dimanche, puis le lundi, ça recommence, on est sur une nouvelle semaine, puis tout le monde est de nouveau d'attaque, je dirais. Donc, encore une fois, on a aussi un entraîneur d'expérience, hein, ça fait quand même 20 ans qu'il est dans le métier. Quand ça marche, on n'est pas trop euphorique, mais quand ça marche moins, on doit aussi rester calme. Et je pense que c'est ce qu'on a fait quand même pendant cette phase aussi des matchs 10 à 18. D'accord. Ce que vous êtes en train de nous dire, Monsieur Moulin, finalement, c'est que le poste d'Uli Forte n'a jamais vraiment été menacé sur cette saison, même dans les moments difficiles. Enfin, son discours continuait à passer, les joueurs continuaient à être solidaires envers lui, et puis vous-même, la direction, vous souteniez aussi votre coach. Il n'a jamais été en danger. Non, parce qu'on sait très bien comment ça tourne dans le foot. Encore une fois, hein, un match peut basculer sur des erreurs, sur des décisions arbitrales ou sur un petit peu de malchance. Mais ce qu'il fallait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est continuer de bien s'entraîner, rester tranquille. Le staff, moi je voyais qu'il se posait beaucoup de questions, qu'il cherchait des solutions. Mon rôle, c'était aussi des fois de challenger le staff et le coach en lui disant, mais écoute, là, le système de jeu ou tel et tel joueur, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Ça fait partie de mon travail d'essayer de parfois soulever des questions, quoi. Mais à la fin, c'est toujours le staff et l'entraîneur qui décident du prochain match, de la tactique. Mais toujours ça, c'est des choses qu'on discute. Quelle stratégie pour quel adversaire, avec quel joueur? Mhm. Ouais. Le système de jeu, c'est important que vous le souligniez. Peut-être qu'on en parlera plus en détail dans la préparation de la future saison. D'autant que, voilà, pour les gens qui ne le savent pas, Christophe Moulin a passé ses diplômes d'entraîneur. Donc maintenant, vous êtes, je dirais, dans le management un peu supérieur. Mais vous avez aussi toujours, j'imagine, un peu cette vision de coach quelque part. Bah, là-bas, c'est vrai que je viens du terrain comme joueur d'abord. Et puis après, comme entraîneur, ça fait quand même 15 ans que j'ai la licence pro aussi. Et puis c'est vrai que tout doit partir du terrain pour moi. Mhm. Ouais. Alors, quand on parle du terrain et puis du tour 2, mais je dirais des 18 premières journées, impossible de ne pas évoquer le joueur, à mon avis, qui a été plus que décisif. Je pense que vous avez déjà compris de qui je veux parler. Bien, je vois les invités qui sourient et qui sont un petit peu déçus. On parle bien évidemment de Franck Surdé. Alors, Monsieur Moulin, c'était difficile de ne pas évoquer Franck Surdé comme un joueur décisif de la saison, même si finalement il a disputé que la moitié, un peu moins, puisqu'il a eu un match où il était suspendu. Mais de parler de Franck Surdé, tellement il a été décisif, une trajectoire, on va dire, quand même particulière pour Franck Surdé. La saison précédente, il avait été mis à l'écart suite à un transfert avorté du côté du Lausanne Sport. Il avait été progressivement réintégré en fin de saison dernière dans l'effectif de la première équipe. Il avait montré de belles performances, mais objectivement, rien ne nous préparait à une performance stratosphérique comme il l'a démontré. Est-ce que vous avez été vraiment surpris par les chiffres et les prestations de Franck Surdé, ou vous attendiez à ce que ce soit un bon joueur, mais pas forcément un joueur dominant comme il l'a été? Bah, pour être honnête, on est très content de ce qu'il a produit, mais on n'a pas été surpris du tout. Parce qu'avec le staff qui était aussi arrivé avec Uli Forte au mois d'avril, fin avril, il a quand même eu l'occasion d'apprendre à le connaître. Moi, je suis arrivé aussi au club au mois de mai. Donc on a vu sa qualité dans les entraînements et puis après dans les matchs, notamment les matchs de barrage. Et puis une des raisons pour lesquelles il a aussi flambé, et ça je pense c'est un mérite que le club a, c'est de ne pas avoir bloqué sa place sur le couloir gauche. Parce que c'est un jeune quand même prometteur. Et puis on a eu pas mal d'offres d'ailier gauche pour prendre sa place et peut-être avoir des références plus solides. Et nous, le club, on a toujours dit non, on ne va pas bloquer Franck à l'aile gauche, on va le laisser lui. Peut-être qu'on va amener un jeune en backup pour lui mettre la pression, pour lui mettre la concurrence. Mais c'est lui notre numéro 1 à l'aile gauche et c'est à lui de se montrer. Et on y a fait la place en fait. Alors on peut dire qu'il l'a très bien fait, peut-être un peu trop, puisqu'il a rapidement, j'imagine, attiré des convoitises. Alors maintenant, voilà, il est depuis quelques mois du côté de la Belgique. À quel moment vous avez commencé à recevoir des offres pour Franck? Bah, disons qu'à l'automne, dans le tour 2, il y a déjà eu des scouts qui sont présentés à la Maladière ou à l'extérieur pour l'observer, c'est clair. Il y avait simplement des bruits et on parlait beaucoup de lui aussi parce qu'il faisait partie de l'équipe suisse moins de 21 ans.
Ouais, effectivement, il a fêté ses premières sélections avec de bonnes prestations et avec son coéquipier Zakaria Tekame qui lui aussi a disputé ses premières minutes. Alors, nous, les supporters, j'imagine, mes collègues animateurs et puis les gens aussi présents dans le public, on a très rapidement compris que Franck Surdé allait pas forcément s'éterniser du côté de la Maladière. Notre souhait à nous, c'était peut-être de pouvoir le garder jusqu'à la fin de la saison. J'imagine que c'était aussi un peu votre souhait à vous. Mais après, voilà, il y a des aléas que vous ne maîtrisez pas. Et puis voilà, Franck avait envie de rapidement évoluer dans le club qui allait acquérir ses services. Bah, disons que Franck n'a jamais été pressé de partir ou absolument désespéré de quitter le club. Au contraire, hein, il était très bien là, il était bien accepté par ses copains, par le public, par tout le monde. Et puis il n'a jamais voulu partir pour partir. Je crois que la leçon de Lausanne avait été tirée. Et puis lui, il a dit un coup avec son agent, c'est vrai que si une fois une offre exceptionnelle venait pour lui, bah, il la considérerait. Mais il y a eu pas mal d'offres de tous les côtés et il n'a jamais considéré ces offres-là. Il est resté calme, il a fait ses matchs, il a fait ses performances. Mais on avait convenu ensemble qu'il fallait trouver le bon projet pour lui permettre de franchir le palier suivant. Mhm. Est-ce qu'une option comme pour Zakaria Tekame, qui a été vendu à Young Boys avec un prêt automatique, vous avez essayé de discuter un peu cet aspect-là avec lui? J'imagine qu'il y avait aussi la volonté quelque part qui confirme sur une saison entière, parce que finalement, il a flambé sur 6 mois, et puis voilà, peut-être un peu de régularité sur la saison pour lui aurait pu encore augmenter sa valeur ou ses chances de disputer des minutes dans son futur club. Oui, il n'aurait pas été contre le fait de pouvoir rester, hein, sachant qu'il avait cette possibilité en Belgique. Après, le club belge, ils sont pas entrés en matière. Moi, je leur ai demandé aussi, mais on aimerait savoir si c'est possible de faire quelque chose. Eux, ils avaient un projet pour lui, au niveau aussi de la constitution physique, au niveau de son développement général. Parce qu'en Belgique, en Ligue 1, là-bas, il y a une autre intensité. Et ils ont dit non, on le prend chez nous pour pouvoir le préparer gentiment. Alors que IB, ils ont accepté cette demande de notre part. Mais il y a aussi une question de distance. Et IB venait à tous les matchs ici. On a toujours été en échange avec eux. C'était plus facile de suivre Zakaria Tekame de Berne à Neuchâtel que depuis la Belgique pour Franck Surdé. Totalement, hein. On peut aussi évoquer un petit peu la situation de Zakaria Tekame, qui a été un joueur dominant aussi du premier tour, mais lui toute la saison. Finalement, l'intérêt de Young Boys, il est venu très tôt déjà. Peut-être vous avez eu d'autres informations, mais il est venu juste avant Noël en fait. Ah ouais. Encore une fois, ce n'était pas un joueur qui était pressé, c'était un joueur qui était bien ici, qui faisait ses matchs avec l'équipe nationale moins de 21. Mais c'est vrai que quand vous êtes à ce niveau-là, vous êtes dans une autre, je dirais, dans une autre sphère avec d'autres perspectives. Vous rencontrez aussi d'autres coéquipiers qui font la Champions League dans leur club, hein, des joueurs d'IB qui sortaient de matchs contre Manchester City, etc. Donc en quelque sorte, vous êtes dans un autre monde. Et puis lui, il s'est fait connaître petit à petit. Et puis gentiment, il a eu cette proposition de Young Boys. Il y en avait d'autres aussi de grands clubs suisses. C'est d'autant plus que, y a eu en plus le match de coupe qui a pu faire un peu confirmer ce que pensaient les scouts de Young Boys du joueur. Je pense que ça a aussi joué dans la performance que Xamax a fait ce soir-là. Puis vous savez, à Young Boys, il y a beaucoup de Neuchâtelois qui travaillent quand même avec Raphaël Nuzzolo, Stephen Bergen. Donc je pense que ils sont bien placés pour connaître nos joueurs. Je pense même que Raphaël a joué avec Zach. Donc tout à fait. C'est normal, hein, ça fait partie du jeu, quoi. On lui a demandé s'il a été impliqué là-dedans. Il nous a promis que non. Non, mais en tous les cas, c'est vrai que on connaît les gens, ils nous connaissent. Et puis, quelque part, moi, je trouve que c'est un bon choix pour lui maintenant de franchir le prochain step avec un club comme Young Boys. Ah ouais, totalement. Messieurs, vous voulez encore réagir par rapport au tour 2 ? Mathéo ? Alors oui, on arrive du coup au troisième tour, donc le premier tour du printemps, en fait, de ce qu'on appelle le tour du printemps. Bilan comptable, 2 victoires, 5 nuls, 2 défaites, 13 buts marqués, 10 encaissés. La chute qu'on commençait à percevoir un peu... 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites, bilan parfaitement équilibré, 12 buts marqués, 10 encaissés. Un tour de championnat où Xamax était supposé de prendre ses distances en fait, avec la queue de classement. Je dis ça parce que 4 matchs au début du tour contre des adversaires moins bien classés et une seule victoire. Parce que vous aviez affronté Baden, Vaduz, Bellinzone et Nyon avant d'enchaîner ensuite Tounaro et Sion. Comment expliquer un peu ce passage à vide alors que vous reveniez d'une longue pause hivernale et que c'était une belle occasion pour prendre le large sur la queue du classement, et comment s'est fait le redressement sur la deuxième partie du tour ?
D'abord, la première chose qu'on s'est dite en discutant avec la direction et le staff, c'est est-ce qu'on continue avec cette équipe avec le départ de Franck Surdé? Est-ce qu'on mise sur les joueurs qui sont déjà là? Et c'était une réponse positive de ce côté-là. Après le début de championnat difficile, on a essayé de corriger le tir rapidement en faisant quand même quelques transferts avec les arrivées de Schweitzer, Ramizi et notre ami Hadji, voilà. Et c'est peut-être là qu'on s'est dit non, on peut corriger, mais on avait encore le temps. Donc on a commencé ce deuxième tour, cette troisième phase de cette manière-là, et on a rapidement rectifié le tir, je dirais. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment donné, parce que je pense que les supporters, une fois que, voilà, notamment la défaite à Vaduz, ce qui a pesé assez lourd dans ce bilan comptable, je parle au niveau des buts encaissés surtout, parce qu'il y a eu ce fameux 5-3 avec le 5-0 au bout d'une heure. Est-ce qu'il y a un moment donné dans le club où il y a eu un peu les vieux démons, comme vous disiez avant de la saison passée, qui ont vraiment commencé à refaire surface, parce qu'à ce moment-là, Baden n'était pas si loin que ça au classement. Est-ce qu'il y a eu une appréhension, une crainte à ce moment-là de vivre une fin de saison compliquée? Non, mais c'est clair que la situation n'était pas satisfaisante pour nous, et puis il fallait rectifier. Après, on avait remarqué au premier tour quand même que contre les bonnes équipes, on faisait de bons matchs, et puis contre les équipes de moins bon classement, on était moins bien. Et ça, c'était aussi, je dirais, une constante qu'on a eue avec des blocs bas contre nous, des difficultés des fois de faire le jeu, des fois de passer l'épaule. Mais vous voyez, dans tous les matchs, même en Champions League, quand vous affrontez une équipe qui joue bas, un bloc très très défensif, c'est toujours difficile de trouver des solutions. Et nous, c'est clair, on a eu quelques difficultés à ce niveau-là. Et on s'est dit, on n'a peut-être pas bien marché contre les moins bien classés au début de la deuxième phase. Par contre, c'est clair, on attend après les plus grosses équipes, on est capable de faire des bons résultats, puisqu'on avait déjà battu des équipes comme Haro et Thun notamment. Ce que vous dites par rapport au bloc bas, c'est vrai que la défaite, par exemple, contre Bellinzone ici, début février, elle est assez symptomatique de ce genre de difficultés-là, alors que on prend une équipe comme Thun, qui pourtant a été la seule équipe à tenir le rythme de Sion. C'est quand même une équipe qui a fini très proche de Sion au classement. Et on a enregistré qu'une seule défaite sur les 4 confrontations contre eux. Cette différence-là, comme vous le dites, alors c'est souvent symptomatique, comme vous le dites, à plus haut niveau. Mais en même temps, c'est vrai que c'est ce qui a finalement, ce qui explique finalement le classement de Xamax peut-être cette saison. On a été très irrégulier. Je pense qu'après la défaite de Vaduz, on n'était pas bien du tout. Il y avait 5-0 là-bas. On a fini 5-3. L'équipe s'est reprise quand même. Après, ils ont fait une bonne semaine d'entraînement. Tout le monde était confiant qu'on allait redresser le tir contre Bellinzone. Puis vous prenez un but après 3 minutes, sauf erreur, là, de ce côté, côté Saint-Blaise. Et puis de nouveau, l'équipe qui n'est pas au mieux mentalement. C'est dur, C'est dur mentalement. Il faut repartir dans ce match. Vous êtes déjà mené à 0. La confiance, ça fait beaucoup. Et puis, il a fallu se mobiliser, quoi. Là, on n'a pas réussi à revenir au score. Et puis après, on s'est repris contre Nyon. Bien repris même contre Nyon, je dirais. Totalement, effectivement, ce match contre Nyon, il a été vraiment le déclic, et puis je dirais, il portait aussi un petit peu le sceau d'un homme, c'est Jessé Autier, c'est vraiment un joueur qui a été important sur toute la saison, mais qui s'est montré, je dirais, surtout sur la partie printanière. Donc Jessé Autier, il est arrivé en toute fin de mercato, en prêt de la part d'Yverdon Sport. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment les choses se sont passées? Est-ce que vous aviez un œil sur lui et sa situation à Yverdon, ou bien en sachant que lui, après, il ne rentrait pas dans les plans d'Yverdon, il a cherché une solution, puis vu de la proximité, Xamax s'imposait comme une solution pour lui? Disons que c'était une période où Yverdon a commencé à se renforcer sérieusement avec des joueurs de l'étranger. Et puis, c'est vrai qu'à ce moment-là, ils ont montré à Jesse qu'ils ne comptaient pas trop sur lui. Puis après, ça s'est fait rapidement, c'était facile. Uli Fourtel le connaissait, il l'avait lancé aussi. Puis Uli nous a dit, non mais si Jesse ne joue pas trop à Yverdon, il faut qu'on saute sur l'occasion. Et c'est ce qu'on a fait. Et Uli, il voulait absolument. Donc c'est vrai aussi, quand votre entraîneur il souhaite un joueur comme il l'a fait là, nous, on va dans son sens. Ouais, et puis profitant finalement du départ de Franck Surdé, il est devenu le meilleur buteur, et il a terminé meilleur buteur de l'équipe, sauf erreur, avec 9 buts, si je ne me trompe pas, messieurs. Oui, c'est juste, ouais. Donc voilà, finalement un prêt intéressant. On viendra peut-être sur Jessé Autier après dans la partie préparation de la saison suivante. Maintenant, je vais aborder moi-même le 4e tour. Donc, ce 4e tour a été plutôt positif, puisqu'on n'a encaissé qu'une seule défaite pour 3 victoires et 5 nuls. 16 buts marqués, 13 encaissés. Mais là, de nouveau, il y a un match qui pèse très lourd dans la balance. C'est la défaite 4-0 à Thun. Sinon, l'équipe a tourné à peu près une moyenne de 1 but encaissé par match, ce qui est assez bon.
Et puis une belle performance pour la dernière à domicile contre le Stade Lyonnais. Alors, à l'approche de ce 4e tour, Monsieur Moulin, les carottes sont cuites. Sion et Thun se sont irrémédiablement détachés en haut du classement. Baden était déjà pratiquement condamné. On va dire il manquait que les mathématiques pour qu'il soit condamné, mais dans l'attitude, dans les performances, voilà, c'était déjà pratiquement cuit. En tout cas, en ce qui concerne par rapport à Xamax, hein, mais même par rapport à Chafou, son plus proche poursuivant. Voilà. Donc là, il n'y avait plus finalement grand-chose à espérer. Est-ce que vous avez tout de suite décidé finalement de faire un peu de ce tour un tour déjà d'évaluation avec les fins de contrat qui approchaient, les prolongations? Est-ce que c'est déjà rapidement devenu un objectif d'évaluer tous les joueurs finalement, surtout ceux qui étaient en fin de contrat? Alors tout d'abord, c'est vrai qu'en étant largué par les deux ténors, c'était pas forcément une grande joie pour nous de voir qu'on était si loin, hein, parce que quand vous êtes à 20-25 points, même si vous êtes 3 ou 4e, des fois vous avez mieux temps d'être 5 ou 6e, mais à 5 points hein, du 2e. Donc le classement, des fois, il est relatif. Mais d'un autre côté, on s'est dit, voilà, maintenant, on doit absolument bien évaluer nos joueurs pour savoir qui c'est qu'on veut garder la saison prochaine, et qui c'est qui doit nous quitter, etc. Et je pense que là, il y a des joueurs qui étaient un petit peu moins présents, qui ont pu rejouer, mais on ne voulait pas faire des expérimentations non plus pour finir 8e. Hein. Donc il y avait le double objectif certainement de poursuivre quand même de bonnes performances, d'attirer du monde, de donner du plaisir aux gens, de faire des résultats et puis ensuite quand même de bien connaître nos joueurs pour la saison d'après. Oui, en ce qui concerne le joueur un petit peu de ce tour, je voulais qu'on parle du capitaine, Kenan Fatkic. Kenan Fatkic qui disputait sa deuxième saison. Il a reçu cette saison le brassard suite au départ de l'Iridon Berisha du côté de Vaduz. À Xamcast, on a vraiment beaucoup apprécié la montée en puissance cette saison de Kenan Fatkic. De par son rôle de leader technique sur le terrain, son rôle de leader aussi dans l'équipe. On a aussi souligné sa fiabilité en tant que tireur de pénalty. Il a tout simplement inscrit tous les pénaltys qui ont été tirés par Neuchâtel Xamax cette saison. Est-ce que la nomination de Kenan Fatkic au poste de capitaine, ça coulait de source pour vous, ou il y a eu quelques autres candidats qui auraient pu hériter du brassard? Bah, pas forcément pour moi, puisque je venais d'arriver et puis que le coach connaissait un peu mieux l'équipe, mais pour le coach, ça avait l'air d'être le cas. Et puis le deuxième capitaine, c'était donc Théo Guivarch, mais qui est lui gardien de but. Donc parfois, hein, le capitaine, il vous sert à quoi dans une équipe, hein? Il y a le rôle dans le vestiaire. Et je pense que là, Théo a beaucoup d'influence, peut-être plus que Kenan, aussi pour la langue. Mm-hmm. Après, il y a le rôle du capitaine sur le terrain. Donc ce rôle-là, il est à avoir dans sa globalité, je dirais. Mais c'est vrai que Kenan Fatkic a fait vraiment des prestations solides. C'était vraiment notre métronome. Il a été suspendu, je crois, à 2 reprises pour 4 cartons jaunes. Kenan Fatkic, ou en tout cas une reprise. Et c'est vrai qu'une équipe de Xamax sans lui, c'était pas pareil. Ouais, c'est vrai. Des fois, je le compare un peu à Granit Xhaka au milieu. Hein. C'est un joueur qui dicte un peu le tempo. Ils ont un peu le même style. Et puis c'est vrai que c'est un gars qui est souvent quand même performant, qui est assez régulier. Hein. Il fait pas du 10 sur 10, mais il vous fait jamais du 5 sur 10 non plus. Donc c'est un gars sur qui vous pouvez compter. Vous savez que quand vous posez votre équipe sur le terrain, il va être là et puis il va répondre au challenge, quoi. Ouais, cette volonté d'Uli Forte d'avoir un joueur au milieu de terrain de son calibre en tant que capitaine, c'est quelque chose qu'il évoquait aussi pendant la pré-saison. Il voulait avoir un joueur de champ. Finalement, il lui a fait confiance après une saison qui était quand même compliquée pour lui, même s'il n'a pas aussi tout le temps joué à son poste, et il a retrouvé son poste préférentiel lorsque Uli Forte a repris les rênes de cette équipe. Vous, c'est quoi après sa saison mitigée où vous n'étiez pas là, c'est quoi les contacts que vous avez eus avec Kenan Fatkic? Vous avez quand même senti tout de suite que le joueur avait toujours tout le temps pleine confiance en ses moyens? Oui, moi je pense que c'est le cas. Après, un joueur, pour être bien, il doit aligner les matchs. Il doit aligner les matchs aussi dans une position plus ou moins assez régulièrement. Et c'est vrai que l'année passée, pour les raisons d'effectifs, il y avait eu, donc l'année d'avant, hein, on se comprend, il avait fait parfois le rôle d'arrière central. Après, il avait joué au milieu, etc. Et puis c'est vrai que pour Uli, c'était clair, Kenan, c'est un milieu de terrain, quoi. Ils avaient discuté aussi ensemble comme quoi il serait aligné au milieu. Donc lui, il a attaqué cette nouvelle saison en pleine confiance aussi, sachant qu'il allait jouer à ce poste-là.
Il y a aussi un autre aspect de manière plus générale par rapport à l'équipe. C'est qu'à la fin de la saison passée, nous quitte comme joueur le dernier symbole en fait, du Xamax depuis le début des années 2000, qui est Raphaël Nuzzolo. Après le départ de tous ses coéquipiers au fur et à mesure, on a eu Mike Gomez, on a eu Laurent Walter. Là, c'est la première saison où on part quasiment avec 0 joueur qui avait fait la promotion 2018, ce qui veut dire qu'un passage de témoin doit se faire un peu plus généralement au niveau des leaders dans le vestiaire. Est-ce que vous sautez de cette saison 2023-2024 en vous disant, au-delà du capitaine, il y a quand même 3-4 joueurs, vous avez l'impression qu'ils ont pris le relais par rapport au groupe? Moi, je pense que oui. Après, la notion de leader, elle est difficile aussi à évaluer. Hein. Il y a toutes sortes de leaders, les leaders techniques, les leaders de vestiaire, les leaders de personnalité. Ce qu'on constate avec des collègues, soit entraîneurs, soit directeurs sportifs, c'est que de trouver des leaders aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Que ce soit dans le foot, que ce soit en Suisse, que ce soit à l'étranger, que ce soit aussi dans d'autres sports. Et je pense que là, il y a simplement des joueurs qui se sont installés dans l'équipe, qui ont pris confiance et puis qui ont acquis, je dirais, le respect de la part des coéquipiers, quoi. Très bien. Moi, je voulais quand même terminer ce bilan en parlant encore de Kenan Fatkic et puis de dire, voilà, nous, en tout cas, on s'est réjouis à l'annonce de sa prolongation. C'est vrai que c'était un signal fort, comme quoi voilà, vous êtes content de la performance du joueur, mais que le joueur aussi se plaît finalement ici à Neuchâtel dans ce rôle qui lui est confié. Et puis c'est vrai qu'on a pris cette nouvelle vraiment très, très, très positivement. C'est un signal fort, voilà, pour la saison prochaine, qu'on dit, voilà, son capitaine, voilà, on compte sur toi. Et puis que le capitaine, finalement, il dit, oui, j'accepte que vous comptiez sur moi. C'était bien que cette annonce, elle vienne déjà suffisamment tôt de la part du club et de Kenan Fatkic. Messieurs, est-ce que vous vouliez encore réagir par rapport à ce bilan de la saison? Il y aura peut-être après, dans les questions de la communauté, des choses qui reviendront concernant le bilan, mais on y viendra après. Alors, si ce n'est pas le cas, je propose qu'on passe à la rubrique suivante, la préparation de la future saison. Voilà, alors Monsieur Moulin, j'imagine que pour vous, la préparation de la saison 2024-2025, elle a déjà commencé depuis un bon moment, hein. Alors, en ce qui concerne les choses plus officielles, le club a déjà pu annoncer 3 arrivées. Hein, je vais les citer dans l'ordre chronologique. Euclides Cabral, Jonathan Fontana et Michael Gonçalves. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà de ces 3 recrutements? Alors, on a cru comprendre que Euclides Cabral est finalement un petit peu dans la même situation que l'était Fabrice Nsakala, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu ces derniers temps et puis il a eu l'opportunité de déjà être dans le groupe un moment et de montrer un peu ce qu'il pouvait apporter à ce groupe avant que vous décidiez à lui proposer un contrat. Bon, c'est différent quand même entre les deux joueurs, c'est l'âge. Hein. L'âge, totalement, oui. Quand vous prenez un joueur qui n'a pas joué pendant 6 ou 12 mois, qui a 25 ans aussi, il en a 33, ça change un petit peu la donne. Mais Euclides Cabral, c'est un joueur qu'on connaît aussi parce qu'il a été quand même longtemps en Suisse, il a été formation. Après, il est parti au Portugal et Uli Fortel l'a aussi connu grâce au père. Après, il était aussi à Saint-Gall avant d'aller à Chypre. Donc, c'est un joueur qu'on a pris pendant de longues semaines en test ici, lors du deuxième tour, ou la deuxième phase plutôt, pour qu'on se comprenne. Hein. C'était plutôt février-mars. Et puis, petit à petit, on a vu qu'il était fit, qu'il était bien, qu'il était motivé par Xamax. Donc, on lui a proposé un contrat pour la nouvelle saison. Mais il a continué de s'entraîner avec nous. Il a continué de venir, je dirais, 3 fois sur 4. Il venait en début de semaine, mais quand on faisait les entraînements de veille de match le jeudi, il venait pas, quoi. Il restait chez lui, il se préparait individuellement. Donc c'est un gars qu'on se réjouit d'avoir chez nous. Et puis qui sera fit, qui sera bien. Il a aussi joué en Irlande lors de l'automne précédent. Et puis en Irlande, on appelle ça un championnat d'été. Parfois l'été en Irlande, c'est comme ça. Hein. Pour ceux qui sont allés en Irlande, ça vous parle sûrement. Mais c'est des saisons qui vont de mars à novembre, octobre-novembre. Donc c'est clair qu'il avait terminé sa saison là-bas en novembre et puis il n'avait plus de club depuis 4 ou 5 mois. Mais il était fit, ouais. Très bien. Puis surtout, il arrivait à un poste où on savait qu'il allait falloir recruter puisque le départ de Zachary Atekami était annoncé déjà depuis le mois de janvier. Donc j'imagine pour vous, en tant que directeur football, le poste de latéral droit, il a rapidement été dans vos grands papiers, dans un des postes prioritaires à recruter. Oui, c'est clair, hein, parce qu'en plus de ça, on avait comme latéral droit Adam Ouattara qui était dans l'effectif au départ, qui a malheureusement enchaîné les blessures et les pépins. C'était imprévu, c'était mal fait pour lui. Donc on s'est dit, à droite, il faut vraiment qu'on puisse se couvrir, mais pas seulement avec un joueur, mais plutôt 2.
Ouais, totalement. Le deuxième, on va en parler en troisième, du coup, puisque je les ai abordés de manière chronologique. La deuxième arrivée qui a été confirmée par le club, c'est un retour aux sources pour un Neuchâtelois qui finalement n'a jamais joué un Neuchâtel Xamax dans le monde professionnel. Hein. Il a fait ses classes ici du côté de Neuchâtel. C'est Jonathan Fontana. Alors Jonathan Fontana, moi j'ai parlé un petit peu avec lui au mois de janvier lors de la dernière visite de Baden. Et puis j'ai tout de suite senti que si un retour à Neuchâtel était possible pour lui, il reviendrait sans trop de difficultés. Voilà, j'imagine pour vous, voilà, une doublure côté gauche, un profil de jeune joueur, un joueur du canton de Neuchâtel. C'était un peu comme une évidence de pouvoir lui proposer quelque chose. En plus, il a présenté vraiment un niveau de jeu très bon dans cette équipe de Baden qui comportait, il faut le dire, quand même des bons joueurs de football. Hein. Ils n'ont pas été ridicules non plus d'un point de vue du jeu. Non, mais je suis d'accord avec vous. Après, nous, quand on parle de l'académie, quand on parle de sortir des Neuchâtelois, ça fait aussi partie de cette politique hein, d'aller chercher les jeunes de Neuchâtel qui sont un peu expatriés, entre guillemets. C'est aussi pour ça qu'en début de saison, on a été allé chercher Sébastien Moulin au FC Bâle, malheureusement qui s'est blessé au printemps. Et puis maintenant, Jonathan Fontana, c'est un joueur qui est intéressant parce que, de un, il est d'ici, il est motivé, il a un bon parcours à IB, il a une bonne formation là-bas après celle qu'il a eu à Neuchâtel. C'est un jeune qui peut aussi jouer comme piston. Et quand il faut à un moment donné, si vous jouez à 3 derrière des pistons avec du dynamisme, un esprit assez offensif, il peut aussi nous aider dans ce sens-là. Et donc c'est vrai que pour nous, c'était une évidence, comme vous l'avez dit. Ouais. Mhm. Très bien. Et puis la troisième arrivée confirmée par le club, ben, c'était aussi quelque part un retour pour un joueur qui avait déjà évolué sous nos couleurs. Michael Gonzalez qui évoluait la saison dernière du côté de Winterthur. Donc là, vous le disiez avant, hein, vous aviez la volonté de recruter pas un, mais 2 joueurs sur ce poste de latéral droit. J'imagine que voilà aussi la polyvalence de Michael, il l'avait montré chez nous. Hein, il avait aussi été capable de jouer du côté gauche de la défense en cas de besoin. Et puis, voilà, il arrive dans un environnement qu'il connaît. Et puis, voilà, il est finalement en une année le 3e joueur ayant évolué sous les couleurs du FC Winterthur récemment qui rejoint le club. Donc voilà, c'était une arrivée aussi assez logique. Oui, un joueur que Neuchâtel Xamax connaissait, il avait déjà joué au club. Et puis il avait de bonnes références aussi à Servette. Hein, il était passé par Servette. Moi, j'avais aussi parlé avec Alain Geiger de ce joueur, de son mentalité, etc. Et que des échos positifs sur son comportement, sa motivation. Et puis c'est un jeune, comme vous l'avez dit, qui est plus tellement jeune, à 29 ans, mais qui peut jouer à gauche, à droite, qui a une certaine polyvalence. Donc il est intéressant. Mais des joueurs qui ont connu le succès, qui ont connu des promotions, c'est aussi bien pour nous. Hein, parce qu'il est monté avec Winterthur, il est monté avec Servette. Il a fait partie des bonnes équipes de Xamax sous Michel Descastel à l'époque. Donc c'est vrai que c'est bien, hein, ces joueurs qui ont connu le succès. Oui, et puis voilà, la saison dernière, la saison écoulée du côté de Winterthur, il a pas disputé beaucoup de minutes, donc on imagine que la perspective de pouvoir en disputer bien plus. Alors certes, il faut descendre d'un échelon, mais de disputer plus, c'est important. Je pense que c'était quelque chose aussi dans le discours quand vous allez aborder des joueurs qui étaient sous contrat en Super League. C'est ok, il faut descendre d'une ligue, mais c'est pour jouer plus, c'est pour mieux rebondir. Après lui, il est sur un marché aussi où c'est difficile, hein, et puis il y a une offre qui vient, il la prend, il la prend pas. C'est toujours la question des contacts avec les joueurs lors du mois de mai. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une offre? Est-ce qu'on la prend tout de suite? Est-ce qu'on attend un petit peu? Mais je crois que lui, il n'a pas hésité en fait, et puis il est prêt à relever le défi. Après, à Winterthur, il a plus joué avec l'entraîneur précédent que Patrick Ramen. Des fois, c'est des choix d'entraîneur, tout simplement. Hein. Ouais, totalement. Et puis voilà, deux jeunes joueurs qui arrivent, qui seront motivés à avoir du temps de jeu et puis qui vont, à mon avis, mettre une concurrence saine pour ce poste. Et puis ensuite, c'est Uli Forte qui fera les choix qui méritent d'être titulaire chaque week-end. Voilà, on en arrive à une partie par rapport au profil recherché durant le mercato. Alors, je vous disais avant, c'est dans cette partie-là qu'on doit aussi quelque part aborder un peu le système de jeu. Durant la saison en cours, on s'est souvent fait la réflexion ici au sein de notre podcast qu'on a eu l'impression que Uli Forte a eu un peu de peine à se décider entre jouer dans un poste en 4-2-3-1 ou dans un poste dans une configuration en 3-5-2. Hein. Ce sont les 2 systèmes de jeu qui ont été le plus utilisés par l'équipe. Alors, parfois, c'était les choix des joueurs qui imposaient de jouer avec un système. On a eu une période à l'automne où il y avait eu des blessures chez les latéraux. Zachary Atekame était le seul latéral valide à ce moment-là. Donc, le choix de jouer avec des pistons s'imposait. Mais
vous, en tant que directeur foot, directeur sportif, quels échanges vous avez là avec Uli Forte? Est-ce que finalement le mercato souhaité par l'entraîneur, par le direct foot, il s'oriente autour d'un système de jeu, de dire voilà, moi maintenant j'ai envie que l'équipe puisse jouer dans ce système-là parce que j'ai trouvé c'est le système dans lequel je suis plus à l'aise, c'est le système dans lequel l'équipe a été le plus performante, ou bien alors vous étudiez le mercato en fonction des différentes possibilités qui s'offrent. Quelle discussion vous avez pu avoir avec Uli Forte à ce niveau-là, sans forcément nous dire les détails, mais est-ce que finalement on dit bah oui, la saison prochaine on aimerait que l'équipe puisse jouer dans un 4-2-3-1 parce que c'est dans ce système-là à mon avis qu'on a été le plus dangereux offensivement, et puis du coup on recrute les profils de joueurs qu'il faut pour jouer dans ce système-là. Ma question est peut-être un peu longue, hein. C'est difficile, mais dans le football moderne, vous devez être capable de jouer dans tous les systèmes de jeu, en fait. Et parfois, les grands entraîneurs, ils changent de système 2 ou 3 fois pendant le match. Vous commencez en 4-2-3-1, vous passez en 4-3-3, vous finissez à 3 derrière, donc ça change assez souvent, hein. Et nous, si je me rappelle bien, on a commencé avec un 3-5-2 pour la première fois, c'était lors du match de Sion. Oui. Hein, quand on était parti là-bas, et on était dans une phase où on avait moins confiance, c'était cette fameuse deuxième tour, on était moins bon. Et là, le coach a dit non, mais pour aller à Sion, maintenant, on va fermer différemment au milieu, etc. On va jouer à 3. On avait fait un bon match là-bas, on avait pris un but malheureusement vers la fin pour perdre 1-0. Et ça nous a montré qu'on était aussi solide dans ce système-là. Mais après, vous ne pouvez pas construire un effectif avec plein de systèmes. Vous devez partir sur un système de base quand même. Mais tout en pensant que si un jour on passe à 3 derrière, après, est-ce qu'on joue 3-5-2, est-ce qu'on joue 3-4-3? Il y a différentes options encore. Mais je crois qu'on doit partir sur un système de base quand même. Ouais. Et pourtant, quand vous changez, par exemple, passer par exemple de 4-2-3 à 3-5-2, on voit aujourd'hui, actuellement en tout cas dans le football moderne, on a vu à plus haut niveau que la Super League ou la Challenge League, on a vu que le plus compliqué dans ces cas-là, c'est souvent les défenseurs centraux, parce que c'est pas du tout la même chose de jouer à une charnière à 2 derrière ou une charnière à 3. Vous devez aussi, je pense, dans ces cas-là, recruter des joueurs qui peuvent, spécifiquement dans ce secteur de jeu, passer de 2 à 3 sans trop de problèmes. Alors oui et non, parce que je dirais que la notion d'arrière central, on a été bien aidé par Abedini, qui est un milieu de terrain qui a pu s'intercaler dans la défense, puis il a rempli ce rôle d'arrière central. Moi, je dirais le plus dur à trouver aujourd'hui, c'est pas des arrières centraux dans ce système-là, c'est des ailiers, quoi. Et le mal du foot d'actuel, je dirais, c'est le manque d'ailiers. Quand vous voyez des joueurs comme Vinicius hier, bon, même s'il a joué en pointe, mais des joueurs, des dribbleurs, des joueurs rapides sur les côtés, c'est vraiment difficile. Et des fois, vous vous trouvez sans latéraux, sans ailiers, hein. On voit même des matchs chez les jeunes. Maintenant, vous avez des pistons, donc qu'un joueur de couloir d'un côté et qu'un seul joueur de couloir de l'autre. Alors que si vous avez des latéraux, des ailiers, il y a une autre animation offensive, quoi. Donc c'est un tout, hein. Les arrières centraux, c'est une chose, mais je dirais aussi les pistons, les ailiers, les latéraux, c'est quelque chose qu'on cherche aujourd'hui dans le foot. Alors, des ailiers, on en avait 2 hein, là, dans le système sur certains matchs qui ont été très très performants. Je veux bien évidemment parler de Danilo Del Toro et puis de Dominique Schwitzer. Voilà, malheureusement pour nous, ils ont fait le choix d'aller jouer ailleurs, du côté de Vaduz. Alors, sans forcément dire est-ce que vous auriez voulu les garder eux ou pas, mais est-ce que vous cherchez vraiment ce profil-là de joueur capable de faire la différence sur le côté, que ce soit par des dribbles ou par des passes décisives ou autres? Est-ce que vous ciblez un peu ce genre de profil-là, même si voilà, on aurait souhaité qu'il puisse rester au club, mais voilà, ça s'est pas fait comme ça. Ouais, c'est clair, hein, le mercato, c'est pas toujours ce qu'on veut, c'est aussi ce que les joueurs veulent. Et puis, avec Dominique Schwitzer, lui, il appartenait à Lausanne, donc il était en fin de contrat là-bas. Il a eu rapidement, je pense, des offres de Vaduz. Ça s'est fait comme ça, même si on avait parlé avec lui pour le prolonger. Il avait d'autres objectifs. Et puis Danilo Del Toro, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'après le fameux match de Vaduz, le 5-3, il n'a plus joué. Il n'a plus joué pendant pratiquement 2 mois. Et pour nous, les dirigeants, de se positionner par rapport à un joueur qui ne jouait plus, c'était difficile. Parce qu'on s'est dit, on fait quoi maintenant? Il est en fin de contrat, on le prolonge pas. Après, le coach l'a refait jouer, il a été bon. Et là, on a repris contact. Et peut-être que là, il avait aussi d'autres opportunités, quoi. Donc, c'est pas facile. Vous voyez, vous vous projetez. Le coach pensait qu'à ce moment-là, il n'était pas performant non plus. C'était son droit, c'était son choix. Mais après, quand il est revenu, Danilo, on lui a proposé de signer quelque chose et il nous a
Il nous a dit qu'il avait un autre contrat ailleurs. Ouais. Ouais, c'est vrai que nous-mêmes, on avait été assez critiques envers Danilo Del Toro et ses performances. C'était un joueur à la bord de cette saison dont on attendait plus. Alors, il a été un petit peu dans l'ombre de Franck Surdé qui a été exceptionnel, mais enfin voilà, il nous écoutait Danilo et puis c'est vrai qu'il avait réagi en disant ben oui, je sais que je dois faire mieux. Puis après, c'est vrai qu'il a eu cette blessure à la main qui a un peu freiné. Voilà, peut-être une montée en puissance comme le reste de l'équipe sur la deuxième partie de saison. Vous soulignez là en fait toute la difficulté d'évaluer les joueurs et puis de proposer finalement quelque chose parce que j'imagine aussi il y a les contraintes sportives qui sont en avant puis il y a aussi les contraintes liées au budget. Vous avez aussi annoncé la volonté pour la saison prochaine d'avoir moins de joueurs sous contrat mais de viser plus aussi la qualité. Donc j'imagine que ça aurait été compliqué de faire des propositions à plusieurs joueurs de l'effectif actuel au final pour pas forcément tous les retenir. Ouais, justement, c'est les discussions qu'on a avec le staff quand c'est comme ça, pour un cas comme Del Toro, qui jouait plus comme on l'a dit avant. Et on a dit, mais si on veut le prolonger, il faut qu'on le voie, il faut qu'il soit aussi sous pression. Et c'est vrai que sous pression, quand il a rejoué dans cette partie d'évaluation, vous en parliez tout à l'heure, la 4e phase où on devait revoir les joueurs, il a très bien répondu. Et je crois qu'avant d'aller chercher tous azimuts, on doit bien connaître nos propres joueurs, bien savoir ce qu'on fait ici, avant d'aller chercher ailleurs. Et c'est vrai qu'on était convaincus par Danilo à ce moment-là, qu'il allait rester chez nous, et puis c'est là qu'il est parti, quoi. Donc, c'est toujours cet équilibre, le timing, il est pas facile. Ouais. De manière générale, vous qui connaissez bien le milieu du football, est-ce que ça se fait dans ces moments-là de dire aux joueurs, voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'offre que tu as reçue de Vaduz et puis ensuite vous étudiez si vous décidez de matcher l'offre ou pas, ou c'est pas forcément quelque chose qui se fait dans le milieu du football professionnel? Oui, certains joueurs, ils utilisent des offres qu'ils reçoivent pour faire jouer la surenchère. Et ça passe souvent par les agents, ça. Donc c'est pas vraiment des techniciens à joueurs, mais ça passe par les agents qui jouent un rôle parfois un peu difficile, quoi. Ouais. Quelque part entre les lignes, est-ce vous étiez peut-être prêt à garder le Danilo Del Toro du dernier tour, mais pas forcément à n'importe quel prix en soi? Mais sincèrement, lui, il a été très correct parce qu'il n'a pas du tout dit je gagne tant, etc. Il a dit maintenant, okay, je vais m'engager à Vaduz, on a les conditions qui sont sur la table et puis on n'a pas discuté plus loin, quoi. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce que vous êtes actuellement satisfait de l'avancée un petit peu du mercato? Alors, on l'a dit avant, il y a eu 3 arrivées qui ont été confirmées. Puis là, il y a eu une période maintenant, une dizaine de jours un petit peu plus calme où le club n'a pas confirmé. Mais je dirais que ça a été calme au niveau suisse aussi de manière générale. Il y a eu assez peu d'annonces d'arrivée de joueurs au niveau de la Super League et puis de la Challenge League. Est-ce que l'avancée des choses vous satisfait actuellement? Ouais, c'est vrai, je vous comprends. Pendant 10 jours, il n'y a pas d'annonce. Vous dites qu'est-ce qu'ils font, mais... Non, on sait que vous faites quelque chose, mais à ce moment-là, les fans on oscille entre l'optimisme et puis l'inquiétude. Mais je dirais qu'il y a 3 phases dans le mercato. Il y a la première phase qui est tôt, fin de championnat, ou même avant la fin du championnat. Donc, on contacte des joueurs, les joueurs y réfléchissent, ils font monter les offres, ils ont plein de possibilités, ou ils pensent qu'ils en auront plein. Donc, ils laissent les options ouvertes. Et puis, parfois, ils vous font attendre. Après, il y a la deuxième phase. Je dirais c'est le gros boom où là, ça part un peu dans tous les sens. Il y a des mouvements dans tous les coins. Puis après, il y a la troisième phase. On est vers la fin où on attend. Peut-être qu'on a un joueur moins cher ou une possibilité plus intéressante. On peut faire un coup de dernière minute, mais c'est clair qu'il y a moins de choix non plus. Donc, je dirais que maintenant, on arrive dans la deuxième phase. On est encore à 2 semaines de la reprise. Il y a après encore 4 semaines de préparation, donc on est quand même à 6 semaines du championnat. Donc on n'est pas autrement paniqué. Ce qu'on doit dire quand même sur notre effectif, si je prends un peu les noms qu'on a et que vous avez discuté tout à l'heure, c'est qu'au niveau défensif, on est pratiquement couvert. On a le gardien, on a 2 joueurs à gauche, on a dit Fontana et Sakala, 2 joueurs à droite avec Cabral, Gonçalves. Dans l'axe, on a quand même 3 bons défenseurs centraux. On a Epito, on a Ajrovic et le jeune Soro qui a fait d'énormes progrès. Et puis au milieu du terrain, vous avez dit notre capitaine est là. On a le jeune Saïs qui a été aussi prolongé. Donc on a la structure de l'équipe sur le plan défensif qui est en place. Plus d'autres joueurs qui sont encore là. Donc maintenant l'objectif dans le mercato, c'est d'aller chercher des joueurs offensifs.
les fameux ailiers, les joueurs percutants sur les côtés qui font aussi le spectacle, qu'on adore en tout cas. Je pense que ça, c'est des joueurs sympas, pour autant qu'ils soient efficaces. Et puis, ils nous font encore du monde devant. Ouais. Juste aussi une question de manière plus générale avec le mercato. Vous disiez avant que vous parliez avant des joueurs en fin de contrat qui arrivaient en fin de contrat cet été. Et c'est vrai que le club, depuis plusieurs années maintenant, a pas mal de contrats justement qui se font d'un an en un an. C'est une volonté de la part de la direction, c'est une impossibilité pour les joueurs, vu la situation sportive actuelle de Xamax, de leur proposer un contrat plus longue durée, où est-ce que ça se situe exactement? Bon, on fait quand même des contrats de 2 ans aux joueurs. Hein, là. Il y a quand même des contrats 2 plus 1. Il y a souvent des options quand même dans le foot actuel. On parlait d'Ensakala avant, c'était 1 plus 1. Les options, c'est souvent en termes de performance, de minutes jouées, etc. Mais 2 ans, on peut faire. Après, vous comprenez bien quand même de faire 3-4 ans à un joueur, c'est plus trop d'actualité parce qu'il y a une grosse concurrence sur le marché. Et puis, on veut quand même que les joueurs ils soient aussi sur le qui-vive, quoi. D'être bien, c'est une chose, mais d'offrir 4 ans aujourd'hui à un joueur, c'est pas trop l'idée. À part peut-être pour les grands joueurs dans les grands clubs. Ok, très bien. Vous disiez avant, donc on est dans la deuxième phase. C'est quoi maintenant les objectifs pour vous dans cette phase 2 du mercato? C'est d'avancer sur les postes plus offensifs, hein. Notamment ce qu'on a dit tout à l'heure, les couloirs, les attaquants. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Après, il faudra quand même avoir une équipe équilibrée en termes de nombre de joueurs, parce qu'on disait qu'il fallait plus de qualité que de quantité, mais vous avez quand même besoin de doubler les postes malgré tout. Parce que si vous faites une opposition à l'entraînement, si vous voulez travailler tactiquement, il vous faut quand même du monde. Alors là, on compte aussi sur les jeunes de l'académie parfois pour remplir ce rôle lors des entraînements, pour qu'ils puissent s'intégrer petit à petit. Mais vous ne pouvez pas commencer une saison avec 18 joueurs, quoi. Totalement. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des annonces officielles dans le courant de la semaine prochaine? Disons qu'on a bien avancé, on a eu des réponses maintenant qui semblent prendre le bon chemin. Donc on espère pouvoir vous annoncer de bonnes nouvelles, quoi. Ouais. Très bien. On voulait parler un petit peu aussi de l'organisation de la cellule du recrutement. Un mercato, c'est une démarche qui se mène bien évidemment au niveau national, où les joueurs sont peut-être un peu plus connus parce qu'on évolue contre eux dans le même championnat, ou alors on peut aller les observer plus facilement s'ils évoluent en Super League ou en Challenge League. Mais un mercato, pour être des fois à 100% efficace, il doit aussi se mener avec un œil à l'étranger. Dans les joueurs qui n'ont pas été prolongés, il y a beaucoup de joueurs à licence étrangère qui n'ont pas été prolongés. Donc j'imagine quelque part avec la perspective de recruter un meilleur joueur, que ce soit en Suisse ou à l'étranger, à son poste. Comment Xamax actuellement est structuré pour aller observer en France ou à l'étranger des joueurs? Disons que c'est quand même une question qui est délicate parce que le recrutement, il est suisse, il est étranger, comme vous l'avez dit, mais en Challenge League, il y a quand même peu de place pour les étrangers. Donc mettre en place une grosse cellule de recrutement pour aller voir des matchs dans tous les coins, c'est quand même difficile. Donc nous, on pense qu'avec nos connaissances à l'interne, pas seulement l'entraîneur ou moi-même, mais aussi à l'interne des gens de la direction qui ont des très bons contacts avec des agents. On a aussi Sébastien Fonbonne qui a été longtemps recruteur du club, qui est maintenant entraîneur adjoint, qui a aussi ces contacts-là. On a pas mal de filons et de connaissances. On a été voir des matchs nous-mêmes, sachant qu'on joue le vendredi. On a été voir des matchs, le coach, l'entraîneur adjoint et moi-même à l'étranger. Donc on a vu des joueurs en live. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc c'est vrai que ces matchs du vendredi, pour ça, ils sont intéressants. Ils nous permettent après de suivre les joueurs nous-mêmes. J'imagine qu'il y a aussi un peu les agents qui vous approchent par voie officielle, voire même des fois par des voies un peu plus farfelues pour vous présenter des joueurs, des profils de joueurs. Vous rentrez en matière pour toutes les demandes, vous allez quand même voir un petit peu les choses qui vous sont envoyées, ou bien des fois vous dites « Oula, non, j'imagine que vous recevez des choses un petit peu folkloriques, des demandes un peu folkloriques par moment. Je vais vous donner un exemple folklorique. J'ai reçu un message hier à minuit, quoi. Donc vous êtes là, vous regardez le match de la Champions League, vous êtes tout content, vous avez vu un bon match, vous êtes tranquille devant la télé. Puis il y a un agent qui vient à minuit avec un joueur, il dit même pas bonjour, il vous balance un lien sur Transfermarkt. Là, j'ai quand même dû dire quelque chose. Ça va dans tous les sens, mais il n'y a plus de manière là. Ouais. C'est plus possible, sincèrement. Et ça balance tout le temps.
Et 2 jours plus tard, vous recevez un point d'interrogation sur WhatsApp parce que vous n'avez pas répondu. Donc de nouveau, pas bonjour, rien du tout. Et là, ça ne va pas. Hein. Sincèrement, on a affaire à toutes sortes de types. Moi, je suis content que maintenant la FIFA a mis des règles strictes au niveau des agents avec des diplômes à passer, des examens assez élevés. Il y a toujours aussi quand même des règles au niveau national par rapport au SECO. Donc on essaye en Suisse quand même de freiner cette tendance de faire n'importe quoi au niveau des agents. C'est quoi, du coup, une demande sérieuse? Une demande sérieuse, c'est un agent qui vous contacte, qui vous téléphone, qui vous dit écoute, j'ai ce lien-là, écoute, ce joueur il fait tel et tel parcours, il vous explique un petit peu même peut-être tout de suite les conditions, les objectifs du joueur, mais on ne vous balance pas des liens n'importe comment sur WhatsApp, quoi. Ouais. C'est le contact qu'on a après avec les agents, lesquels, hein. Mais vous apercevez aussi qu'aujourd'hui, il y a plein d'intermédiaires qui ne sont pas des agents, mais qui bossent pour soi-disant des mecs. Et puis, ils essayent de s'enfiler dans toutes les gonfles, comme on dit en bon français. Ouais. Juste, la RTS, il y a quelques années, avait fait un reportage un peu plus large sur les agents sportifs. Il y avait le football, il y avait aussi d'autres sports. On va pas se mentir, dans un pays comme la Suisse, le nombre d'agents, on va dire, sérieux reconnus, puis qui sont reconnus pour faire du travail, il n'y en a pas 150. Vous les connaissez pour la plupart. Oui, c'est clair, mais après, vous avez aussi plein de gens qui font du scouting maintenant, qui suivent des joueurs, qui vous proposent des idées. Et puis, des fois, je dirais le terme de scout un peu indépendant, freelance, par rapport à un agent, la limite, des fois, elle est fine. Hein. Donc, il y a plein de gens, encore une fois, qui sont sérieux, qui ont des bons passés dans le foot, soit comme entraîneur, soit comme joueur. Mais après, encore une fois, on vous donne des noms de tous les côtés. Et mes collègues, c'est pareil. Maintenant, on a fini de s'échanger tous les noms sur des groupes de WhatsApp entre nous parce que on a trop. Donc, on essaye maintenant de cibler un peu, de filtrer. Et puis, une fois qu'on est arrivé à des évaluations de chacun de son côté, après, on dit tiens, mais celui-là, je l'ai vu. Il est intéressant. On peut peut-être en discuter un peu plus en détail entre nous, quoi. Ok, très bien. On va passer maintenant à des objectifs peut-être un peu plus orientés autour du sportif. Alors, quels sont pour vous, en tant que directeur football, les objectifs du club? Alors, je dirais sur plusieurs niveaux. Le niveau, bien évidemment, de la première équipe, mais aussi du club de Neuchâtel-Xamax et de l'académie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des grands objectifs que vous fixez pour la saison 24-25? Déjà, on a des objectifs en tant que club, hein, de développer, je dirais, nos structures, que ce soit au niveau de la première équipe, de l'académie, ça c'est une chose. Le recrutement, on en a parlé, il y a l'aspect médical aussi, on doit s'améliorer. Après, au niveau du club au sens large, vous avez aussi tout ce qui concerne les clubs de soutien, l'aspect administratif du club, marketing, communication. Donc, c'est tous des domaines qu'on doit vraiment améliorer. Donc, c'est des objectifs pour qu'on continue de progresser. Après, c'est vrai qu'au niveau de la première équipe, je dirais qu'on doit monter un effectif pour nous permettre de jouer les premiers rôles. Ça, c'est notre souhait. Les premiers rôles, c'est-à-dire disons, les deux premiers rôles ou... Les premiers rôles, c'est-à-dire monter un effectif avec des joueurs de personnalité, un peu plus que la saison dernière, pour être plus régulier, pour enchaîner les performances de façon plus conséquente, je dirais. Maintenant, on sait qu'est-ce qu'on aura dans notre championnat. On sait que Getse s'est maintenu, donc on aura Thun, on aura Stade Lausanne. Mais il y a plein d'interrogations. Comment sera Haro? Que va faire Chafouz avec les investisseurs d'Arabie Saoudite? Est-ce que ça va se faire ou pas? Donc pour nous, on ne peut pas fixer des objectifs première, deuxième place sans connaître vraiment les adversaires. Mais par contre, oui, on a l'ambition de monter une bonne équipe. Et au niveau des objectifs, si on continue dans l'aspect sportif de façon plus spécifique, je dirais que c'est quand même de développer l'académie encore plus, d'améliorer le suivi des talents, le suivi de nos entraîneurs, pour permettre à l'académie d'amener d'autres joueurs en première équipe. Ouais. Ok. Ouais, une question d'ailleurs sur... Vous évoquiez il y a quelques secondes la question de recruter des joueurs de personnalité, comme vous dites. Moi, il y a un élément qui m'avait intéressé lors de votre interview donnée à RTN le 21 mai, où vous évoquiez votre regret d'avoir été trop irrégulier et donc de ne pas avoir pu coller suffisamment le duo de tête. En réaction à cette irrégularité, vous évoquiez le manque... parfois le manque de personnalité de l'équipe et la possibilité de devoir cibler mieux cibler, je veux dire, au niveau de l'aspect mental chez le joueur. C'est quelque chose que j'avais ressenti, une sorte d'insécurité dans l'équipe. C'est quelque chose qui a surpris le staff et vous-même?
Non, ça ne m'a pas surpris, mais c'est vrai que les grands champions, vous voyez hier des joueurs de Real Madrid qui ont gagné 5 ou 6 Champions League. Et puis après avoir gagné la 6e, ils pleuraient encore, comme si c'était la première. Et ça, c'est les vrais joueurs de haut niveau, c'est les vrais champions qui se remettent toujours en question, qui veulent toujours faire plus. Et nous, on a besoin de joueurs qui veulent plus gagner, qui veulent plus répéter les performances. Je vous donne un exemple, on avait battu ici Thun sur Ferrer 4-0. Et puis, magnifique match lors du... Lequel? Parce qu'on les a battus deux fois. Le deuxième, ouais. Et puis après, on va à Haro, et puis on se dit, bah, tiens, on voit l'échauffement, on se dit, tiens, là, l'équipe, elle n'est pas au top. Puis vous allez à Haro, puis vous passez à côté, puis vous n'avez pas l'impression que l'équipe, elle est comme une équipe morte de faim, quoi, comme on dit aussi. Donc, pourquoi on passe de l'excellence à un match à une performance, je dirais, moyenne, même sur le plan de l'engagement? On sait encore une fois, c'est le sport, mais comment on peut aussi battre Nyon 4-0 au feu d'artifice? Après, on va à Baden et de nouveau, on fait un match moyen. Donc, je pense que là, il y a un petit problème quand même de vouloir gagner, de se pousser un peu plus. Après, les joueurs, vous essayez de les choisir, mais c'est pas facile de trouver les vrais gagneurs. Mais bon, certains joueurs ont aussi une réputation, quoi. Oui, justement, parce que concrètement, dans le processus de recrutement, ça se fait comment de rechercher un peu ce profil-là d'un point de vue mental et pas que dans les qualités techniques et athlétiques d'un joueur? Il faut prendre des contacts avec les personnes qui se sont occupées de ce joueur auparavant, que ce soit les directeurs sportifs, les entraîneurs adjoints. Donc avant de prendre un joueur, il faut essayer d'avoir un maximum d'informations sur son profil. Puis après, c'est de l'inviter ici pour discuter et le tester par des questions, le tester par des discussions aussi. C'est exclu d'engager des gars sur la base de contacts avec des agents. Non, le joueur, il veut venir à Neuchâtel, viens ici, viens dans cette salle-là. Tu as vu la vue qu'on a sur le stade, tu as vu les infrastructures qu'on a. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans le foot? C'est quoi tes objectifs à court, moyen terme? Donc il y a plein d'éléments qui viennent comme ça. Il y a un joueur qui nous a dit, moi je suis content d'être ici, c'est super. Puis voilà, mais ça suffit pas, quoi. Ouais. Juste en plus que vous parlez de cet aspect mental, vous parlez de remettre sans arrêt l'ouvrage sur le métier et le faire en plus dans un championnat, on va pas se mentir, c'est pas pour faire offense à la Challenge League, mais où la motivation naturelle, elle est pas forcément évidente. Je veux dire, il y a certains stades, il y a certains déplacements. Vous allez à Bellinzone, vous allez au Stadio Comunale et vous voyez 50, enfin, là, on va dire officiellement, je pense que si on arrive à 100 spectateurs, on est même chose à Vaduz. Il faut vraiment, comme vous le dites, il faut vraiment quelque chose de plus pour pouvoir avoir gardé la passion sur une saison de faire ces déplacements dans ces matchs-là, dans un contexte un peu feutré. Maintenant, si on fait une partie de cartes, vous voulez gagner ou pas? Bien sûr. Voilà. Donc, vous allez à Bellinzone, il y a du monde, il n'y a pas de monde, vous voulez gagner, quoi. Vous faites un entraînement ici, le match final de l'entraînement, vous voulez le gagner aussi. Et puis vous voulez marquer, et puis vous voulez défendre, si vous êtes défenseur, vous voulez gagner les duels. Et puis je pense que ça, c'est une question de motivation intrinsèque. Mais si vous occupez après du public, et puis de la presse, et de ceci et de cela, là, on entre justement dans cette catégorie de joueurs qui sont moins intéressants. Mais selon vous, Monsieur Moulin, qu'est-ce qui motive en fait les joueurs à avoir cette attitude que vous recherchez chez un joueur, c'est-à-dire avoir cette niaque, cette volonté de gagner, que ce soit un match amical entre les coéquipiers à l'entraînement, un match de compétition, de championnat, de coupe. Comment vous expliquez que certains joueurs, ils peuvent parfois avoir cette motivation qui est un petit peu variable sur une saison? Avant d'être footballeur, on est sportif. Et puis, si je fais du sport, normalement, à chaque fois que je vais faire du sport, je dois essayer de me dépasser ou dépasser mes limites. Et ça, c'est la première chose qu'on doit chercher. C'est vraiment le gars, il vient, il mouille son maillot, il donne tout. Et puis après, il essaye d'être dans l'excellence. Puis dans l'excellence, c'est chaque fois réussir le prochain geste. Si je tire au but, mon prochain tir, c'est mon plus beau tir. Et puis mon prochain duel, encore une fois, je veux le gagner. Et puis mon match, je veux le gagner. Je veux faire le mieux que je peux à chaque fois. Mais ça, c'est un état d'esprit. C'est inné, en fait. Mais après, vous pouvez aussi le stimuler à chaque entraînement avec le staff technique. Alors, je vous rassure, je ne vais pas le faire parce que j'ai plus le niveau. Mais en imaginant que je serais un footballeur professionnel qui serait fortement intéressé à venir à Neuchâtel, quels arguments vous allez donner pour rendre Neuchâtel-Xamax actuellement attractif pour m'attirer, moi, ici, et puis que je n'aille pas saisir une offre ailleurs? Quelles sont les zones d'attractivité actuellement de Neuchâtel-Xamax? Il y en a plein. Il y a déjà l'histoire du club.
Vous tombez à Xamax, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est un grand club. On est dans cette salle-là. Vous voyez tous ces fagnons avec ces matchs contre le Real Madrid, le Bayern, Sporting, Hambourg, etc. Donc vous êtes quand même dans un club qui a un passé, qui est un club quand même qui est aimé. Ensuite, à partir de là, vous avez un club qui est bien organisé, qui a du monde qui s'en occupe, qui a un super public. Moi, je donne toujours l'exemple de la saison dernière quand nous, on joue Rapperswil. Pour pas descendre en 3e division, il y a 6500 personnes, 7000 ici au stade. Et puis en même temps, Yverdon devait absolument gagner à la maison lors du derby vaudois contre Lausanne Sport. Il y avait 4500 personnes. Donc si vous voulez, eux, c'est pour la Super League. Et puis nous, c'est pour descendre en 3e division. Puis on a plus de monde, on a plus de ferveur. On a senti tout de suite le début de saison. On a bien commencé. Et on avait 10 000 contre Young Boys. Donc je pense que le public, c'est quelque chose qui est très important. Après, les infrastructures qui sont quand même de premier choix avec les entraînements sur ce terrain. Donc les joueurs, ils ont la chance de vivre ici. Ils ont la chance 2 fois par semaine de prendre le petit-déj ensemble avant d'aller à l'entraînement. Il y a toute la vie des joueurs qui sont dans le vestiaire, qui sont dans les locaux où on est. On n'a pas besoin de prendre la voiture pour aller s'entraîner à 15 minutes, revenir avec les habits dégoulinants, après partir au matériel, etc. Donc il y a tout qui est bien organisé, je dirais. Et puis voilà, après on a un club, on a quand même de l'ambition, on a quelque chose à faire. Donc je pense qu'il y a plein d'éléments qui font que c'est intéressant de venir à Xamax, quoi. Mmh. Et puis, à contrario, qu'est-ce qui incite les joueurs qui sont sous contrat, à qui vous proposez un contrat, d'accepter la prolongation ? Parce que tout ce que vous dites là, ils l'ont connu pendant une saison, ils ont évolué ici. Et puis c'est vrai que nous, ce qui nous a quand même beaucoup marqué depuis plusieurs saisons, c'est beaucoup d'évolution. Alors vous l'avez dit avant, hein, c'est le marché. Et puis Xamax n'est pas forcément une exception à ce niveau-là. C'est parfois difficile de garder les bons joueurs dans l'effectif. Mais si on s'occupe que de nous et pas des autres, on a observé quand même passablement de tournus à chaque intersaison. Comment vous pouvez l'expliquer, vous ? Alors, vous êtes là que depuis une saison, du coup, dans votre poste, mais... Bon, déjà, c'est une tendance moderne, hein, un petit peu ces départs. Vous voyez dans tous les clubs, beaucoup d'arrivées et beaucoup de départs. Ça n'a pas échappé à la règle à Neuchâtel Xamax. Je trouve quand même que c'est normal qu'après la saison dernière, 22-23, il y a eu pareillement de départs aussi, puisque c'était une saison d'échecs. Et puis, tous les joueurs qui étaient en fin de contrat sont partis, sauf Mats Amrich qui a été prolongé. Donc, c'est du brassage qui fait partie aussi de la performance. Hein. Mais après, le joueur qui est là, qui est bien... qui se plaît, il n'a pas non plus de raison d'aller voir ailleurs, sachant aussi que s'il est ambitieux, nous, on peut lui rendre ça. Parce qu'une manière d'attirer la fidélisation du public, c'est évidemment les performances sportives. Ça, c'est pas un secret c'est un secret pour personne. Une équipe qui marche bien aura plus facilement de la facilité à attirer des spectateurs. Mais après... on parle en tant que fan, on se revendique comme un podcast fait par des fans pour les fans. Nous, on a besoin aussi d'avoir des joueurs auxquels s'identifier. Et puis, c'est vrai qu'on avait été, je ne sais pas s'il faut dire bien ou mal habitué, mais on a eu un Raphaël Nuzzolo qui a été, je pense, l'exemple d'amour du maillot neuchâtelois. On a aussi des Laurent Walter et Mike Gomez qui n'ont rien à lui envier à ce niveau-là. On a même des joueurs pas neuchâtelois qui ont longtemps évolué sous nos couleurs à tel point qu'on les considère vraiment comme des neuchâtelois. Je pense à Igor Duric, à Geoffrey Tréant. C'est des gens, on a envie d'acheter le maillot. Et puis c'est vrai que cette année ou l'année passée, on achète le maillot, puis l'année prochaine, on vient avec ce maillot au stade, mais le jour, il n'est plus là. Ça fait plus le même effet. Et puis c'est vrai qu'on a les gens, ils ont besoin, outre des résultats, d'avoir des gens à qui s'identifier et puis des joueurs qui font le relais en fait de cet amour du maillot. On sent dans votre manière de parler que vous êtes attaché à Xamax et puis que l'identité neuchâteloise de ce club est importante pour vous, mais c'est aussi quelque part un peu votre rôle de transmettre ça aux joueurs que vous recrutez et puis de leur dire, voilà, vous vous battez pour vous, pour vos performances, parce que vous êtes des sportifs d'élite, des sportifs professionnels, vous aimez la compétition, vous aimez le foot depuis longtemps, mais vous vous battez aussi pour une région, pour les fans qui viennent vous encourager chaque fois à la Maladière. On est aussi beaucoup à se déplacer énormément à l'extérieur, des gens qui dépensent finalement de l'argent, des gens qui peuvent des fois se mettre dans des difficultés au niveau du budget pour suivre Neuchâtel Xamax. Je connais des gens qui serrent le budget sur certaines choses pour pouvoir suivre Xamax. On en a dans la salle. Donc voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire ? C'était un petit peu long ce que j'ai dit. Je peux vous dire, je suis d'accord avec vous. Ouais.
Après, encore une fois, hein, le fait de pouvoir ou vouloir développer l'académie, ça fait aussi partie de cette stratégie, hein, d'amener des Neuchâtelois maintenant dans cette équipe, des gens auxquels on peut s'identifier. Et puis encore une fois, s'ils avancent en même temps que le club, on avance ensemble pendant un certain temps, comme c'est le cas pour 2-3 joueurs qu'on a encore dans l'effectif. Et puis s'ils avancent plus vite que le club, ils doivent partir. Et ça, c'était le cas d'Atekame encore et Surdé, hein, qui étaient aussi formés par ici. Hein, quand ils sont plus haut que le club, ils doivent partir. Mais d'un autre côté, s'ils sont bien, ils restent et puis on continue avec eux. Donc je crois que c'est ça aussi à l'académie. On ne pourra pas toujours former des joueurs qui vont partir en Belgique ou à Young Boys. Hein. On va en former d'autres qui vont rester chez nous pendant un moment. Ouais. C'est vrai. Après, il y a quand même eu des nouvelles rassurantes par rapport à ça. On ne va pas tirer un plan trop pessimiste non plus, mais voilà, il y a quand même des prolongations, notamment Johan Epito, Sead Ahirovic qui ont été annoncés assez tôt. Ensuite, il y a eu Kenan Fatkic aussi, et puis il y a encore d'autres joueurs que j'oublie. Briani Soro, son premier contrat. Enfin, il y a quand même des joueurs qui ont compris un petit peu ça et puis qui vont se battre pour les couleurs du club. Avec, on l'espère tous, à terme, un avenir en Super League. Quand on entend parler de Xamax, que ce soit dans la région ou dans le milieu du football suisse, voire à l'étranger, la place de Xamax n'est pas en Challenge League, n'est pas en tout cas dans les bas-fonds de la Challenge League, mais surtout dans le retour d'une Super League à 12. Vous l'avez dit avant, on a une infrastructure d'un club de Super League. Il y a des clubs de Super League actuellement qui ont une infrastructure moins solide que Neuchâtel. Certes, on a aussi un public et un nombre d'abonnés supérieur à certains clubs de Super League, hein, même romans. Mais d'un autre côté, encore une fois, on n'est pas dans une région très riche sur le plan économique, avec des entreprises qui nous suivent et heureusement qui sont là. Mais c'est vrai aussi que par rapport à d'autres régions, on parle toujours de Winterthur, maintenant du miracle de Winterthur, mais c'est quand même la 6e ville de Suisse. Oui, clairement. Hein. Ok, voilà, messieurs les animateurs, vous avez voulu encore réagir un petit peu à cette partie liée à la préparation de la future saison. Bah voilà, on se réjouit de voir un peu les annonces prochainement et puis oui, je voulais encore parler aussi. Vous avez parlé aussi un peu dans la presse qu'il y aura beaucoup de joueurs qui seront mis à l'essai. Hein. Vous confirmez un peu ça, qu'il y a quelques joueurs qui vont débarquer en début de préparation pour l'équipe et puis qui vont être mis à l'essai lors des matchs de préparation. Certainement, oui. On en a déjà fait des tests en fin de saison avec l'arrivée de 2-3 joueurs de l'étranger et un joueur de Delémont, Altin Chala. Oui, que vous avez mentionné, joueurs, effectivement. Ouais. Assez en vue à Delémont, un jeune joueur. Donc on a vu aussi pendant quelques entraînements. Il risque de revenir aussi à la reprise là, pour les entraînements et fixer 1 ou 2 matchs avec lui. Et ensuite, il y aura la place parce que le coach, en début de préparation, ce qu'il fait souvent, lui, c'est qu'il a toujours 2 blocs de 11 joueurs. Et il ne veut pas que les joueurs, en début de préparation, ils alignent 60, 70 ou 90 minutes. Donc il nous faudra 22 jours à ce moment-là. On va prendre quelques jeunes pour justement faire des mi-temps par-ci, par-là. C'est aussi comme ça qu'on a pu voir l'année passée Briani Soro. Et puis on verra après comment est-ce qu'on évolue. Donc on fera aussi un tournus avec les gars qui sont en test. On ne va pas faire venir tous les mêmes joueurs au même moment. Donc certains joueurs viendront dans la première semaine, d'autres feront le tournus dans la 2e semaine. Des joueurs qui ont été prêtés cette saison comme Exxon Rexai, Kenzo Ganai vont venir faire la préparation avec Neuchâtel Xamax? En principe pas, non. Ok, très bien. Ok, je vous propose qu'on passe à la partie suivante, les questions des invités. C'est leur moment où les invités vont se réveiller et puis nous poser des questions. Voilà, alors Sam, on t'a pas tellement entendu pendant cet épisode. Je propose que les gens lèvent gentiment la main et puis Sam va s'approcher de vous pour les questions à poser soit à Monsieur Moulin, soit à un ou des animateurs de l'équipe de Xamcast. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure en fait que dans le foot moderne, ça se fait de moins en moins des contrats longue durée. Dans votre rôle par rapport au club, c'est pas un peu difficile cette instabilité, c'est-à-dire de chaque saison devoir soit renégocier tous les contrats, soit devoir aller chercher 10-12 joueurs nouveaux? Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. C'est un aspect difficile, mais je ne sais pas à quoi c'est dû. En fait, peut-être c'est dû à la société d'aujourd'hui où on vit sur le court terme.
on a au moins envie de se projeter. Mais vous voyez très bien, je pense dans le football suisse, des contrats longue durée, c'est assez rare quand même, hein. Dans les clubs de Challenge League en tout cas, et même dans la plupart des clubs de Super League, à part peut-être des grands exemples comme Young Boys ou Bâle. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions? Bonjour, moi j'ai une question parce que en fait on voit au match qu'il y a plein de jeunes, mais qui sont remplaçants, et il y en a plein qui sont pas aussi convoqués. C'est le choix du coach, mais vous par rapport à ça, comment vous vous situez? Vous êtes d'accord avec le coach ou vous discutez des joueurs qui n'ont pas été convoqués? Alors c'est vrai qu'avant le match du vendredi, puisqu'on joue principalement le vendredi, on parle le jeudi après l'entraînement des joueurs qui seront alignés, du système de jeu, toutes ces choses-là. Même ça se fait durant la semaine. Et puis après, c'est clair qu'il n'y a pas la place pour tout le monde, hein, puisqu'on peut mettre seulement 20 joueurs sur la feuille de match. Après, voilà, l'entraîneur, il a ses décisions, il a ses idées. Parfois, c'est clair, comme j'ai envie de développer les jeunes, j'aimerais peut-être qu'il y ait un ou deux jeunes de plus. Mais si vous mettez un ou deux jeunes de plus, ben, il faut laisser un ou deux joueurs expérimentés sur le côté. Et c'est une autre gestion de l'effectif après pour l'entraîneur. Donc, il faut toujours trouver cet équilibre. Mais ça, c'est pas facile pour lui. C'est pour ça qu'encore une fois, il prend la décision et nous, on ne s'en mêle pas. Parce que comme je suis passé par là aussi au niveau de la gestion d'un groupe, c'est vraiment pas évident. Ouais. Ok. Question suivante. Oui, une question aussi lors des mercatos. Est-ce que l'entraîneur est toujours avec vous? Vous lui imposez aussi certains joueurs lors des transferts? Ou est-ce qu'il a vraiment son mot à dire pour chaque transfert? Il suit avec vous en même temps l'évolution et si oui ou non on prend tel ou tel joueur? Donc c'est toujours la même chose. Si vous imposez un joueur à l'entraîneur, puis qu'il ne fait pas jouer, vous n'avez pas gagné, hein. Mais si lui il veut absolument un joueur que vous ne voulez pas, ben, il n'a pas gagné non plus. Donc en fait, nous on a mis un système collégial en place au club avec différentes personnes. Et on se réunit régulièrement avec le coach, son adjoint, il y a le président qui est là, il y a aussi le directeur général. Et puis on est 5, on débat sur les joueurs. Après, on définit un peu les stratégies. Mais il faut qu'à la fin, au niveau technique, vraiment, je dirais, qu'on soit d'accord. Et on ne peut pas être d'un côté d'accord et de l'autre pas. Il faut qu'il y ait une espèce d'unité pour qu'après on fonce sur un joueur. Même pour les joueurs de l'académie, vous avez le même discours? C'est un petit peu différent les joueurs de l'académie parce que là, moi je les suis beaucoup en moins 17, moins 19 puisque c'est les joueurs qui sont intéressants pour franchir le prochain palier avec la première équipe. Là, je les propose à l'entraîneur de la première équipe, à son staff. Et on commence toujours assez tranquillement avec 1 ou 2 entraînements par semaine parce qu'ils ont l'école à côté, donc on ne va pas les charger tout de suite. Puis on dit aux jeunes, ben voilà, maintenant tu vas en première équipe t'entraîner, admettons le lundi, pour l'entraînement de reprise de semaine. Mais mardi, tu retournes avec tes moins de 19 et puis on essaie de créer un équilibre. Comme ça, le jeune, il prend confiance, le staff technique, ils apprennent à le connaître. Puis après, il y a le staff technique qui vient et qui dit, ouais, mais c'est pas possible d'avoir une deuxième fois ou une troisième fois. Et c'est exactement ce qui s'est passé cette année avec des jeunes comme Briani Soro ou Marwan Kalam vers la fin. On a été toujours plus vers la répétition des entraînements pour qu'ils franchissent un palier, pour qu'ils prennent le rythme. Puis c'est toujours la même chose, hein. D'un entraînement, vous passez à 2, 3 par semaine. Un coup, vous êtes convoqué sur la feuille de match. Vous êtes là avec l'équipe, vous vous chauffez, vous ne rentrez pas. Une fois vous rentrez, vous faites bien. Peut-être le match d'après, vous jouez encore un moment. Et puis c'est tout un processus qui est, je dirais, progressif. Mais pour les jeunes, ce n'est pas facile non plus parce qu'ils sont en moins 19 d'un côté, ils sont en première de l'autre, puis ils sont sur une passerelle souvent en train de naviguer d'un côté et de l'autre. Puis une fois qu'ils ont connu la première, ils doivent aller refaire un match en moins 19. Donc il faut se pousser et c'est là qu'on voit vraiment aussi les joueurs qui sont prêts à faire l'effort et qui sont prêts à franchir un cap, quoi. Ouais. Ok, encore d'autres questions? Vous disiez avant que qu'on ne connaît pas exactement encore l'état d'esprit de Thun, d'Aro, de Schaffhouse pour la saison prochaine. Mais est-ce qu'on peut espérer voir notre club se battre pour les 2 premières places parmi ces 3 équipes qui pourraient nous empêcher une promotion? Alors encore une fois, faire des objectifs chiffrés en parlant de classement, ça on ne veut pas le faire. Mais vraiment, nous, ce qu'on est en train de mettre en place maintenant, c'est tout un système de recrutement pour avoir les meilleurs joueurs possibles. Encore en tenant compte du fait qu'on a un certain nombre de joueurs suisses qu'on doit prendre, un certain nombre de joueurs étrangers.
on appelle ça extra-communautaire ou européen, etc. Mais nous, notre ambition, vraiment, c'est de faire le mieux possible. Et je pense que c'était aussi ce que le coach voulait quand il est arrivé. Uli Forte, on a quand même pu le faire venir à Xamax. C'est un entraîneur quand même de Super League qui a connu des succès au plus haut niveau. Et c'est aussi quelqu'un qui est ambitieux. Et je crois qu'on est tous ambitieux maintenant au club pour être le mieux possible, quoi. Ouais. D'autres questions? Ok, alors merci. On va passer à la phase suivante. Ce sera la parole aux animateurs. Voilà, j'ai souhaité donner un petit peu la parole aux différents animateurs pour parler de cette première saison, pour que chacun d'entre eux puisse faire leur bilan de cette saison 1 de Xamcast. Là, on a fait le bilan du club, de l'équipe, mais je voulais aussi vous entendre chacun d'entre vous sur le bilan de cette aventure qui a commencé maintenant depuis le mois d'octobre. Voilà, lequel d'entre vous veut commencer cet exercice? Mathéo, on t'écoute. Voilà, alors je suis particulièrement heureux d'avoir rejoint cette équipe, d'autant plus que je suis le dernier arrivé, il faut le savoir, dans cette équipe-là. Et c'est vrai que moi qui suis déjà très attiré par tout ce qui était monde média à la base, et surtout rapport avec les sportifs, de journalistes à sportifs, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il y a eu des invités qui ont rendu cette émission vraiment excitante, de plus en plus excitante, dimanche après dimanche. On a été très gâtés, faut le dire. Et je m'attendais pas à ce que des invités de cette envergure arrivent finalement dans un podcast qui à la base est animé par des supporters au bout de quelques semaines. Donc autant au niveau du rapport avec les animateurs tout au long de l'année que les rapports avec les sportifs et les anecdotes qu'on a pu apprendre, souvent croustillantes. On me demande qu'à ce que ça continue. Voilà. Merci Mathéo. Vous allez tous y passer, hein, donc chacun à votre tour. Alex, quel bilan tu tires de cette première saison, toi, notre Benjamin? Moi, franchement, le bilan, c'est que je me dis où on est parti à juste faire des débriefs de match entre nous sans enregistrer rien, puis où on en est maintenant aujourd'hui. C'est quand même vraiment incroyable l'évolution qu'on a eue en aussi peu de temps. C'est le bilan que je fais, quoi. On a eu une très grande évolution en peu de temps. Merci. Michael, il est chaud là pour reprendre la suite. Non, moi, personnellement, je me suis pas mal amusé sur cette saison. J'ai pas pu être beaucoup là sur la deuxième partie, mais je suis quand même content de voir comment le projet a pris avec beaucoup d'invités très intéressants et aussi la manière dont on a pu trouver un peu nous-mêmes, trouver la formule qui nous convenait pour la décliner semaine après semaine et faire aussi évoluer la chose. Très content de comment ça s'est développé. Je me souviens que c'était on en parlait même pas mal de temps avant que ça se concrétise. Et puis à un moment donné, on a décidé d'accélérer les choses en se lançant, quoi. Et je suis très satisfait de ça. Sam. Ouais, comme dirait Alex, on a fait une bonne évolution dès le début. Au premier épisode, on faisait que des débriefs de match. Et ensuite, on est parti sur des invités, puis des sacrés noms aussi. Puis on est aussi parti avec cette passion qu'on a tous les 5. On a pu avoir accès au bord du terrain pour faire de la photo, ou bien en presse pour pouvoir parler aux joueurs, leur interview. Franchement, c'est une étape. Je ne pensais pas qu'on allait évoluer autant vite. Mais pourtant, on a réussi avec passion. On peut faire de belles choses. Et je pense que ça va encore continuer à plusieurs saisons. Effectivement, moi, je tire aussi un bilan extrêmement positif. Quand on s'est tous ensemble lancés dans cette aventure, j'aurais pas pensé que ça allait prendre aussi rapidement. Je n'aurais pas pensé non plus que le club allait nous approcher dans le but de nous donner accès aux joueurs après les matchs. J'aurais pas pensé que les anciens joueurs répondraient aussi vite. Et je me souviens encore de la discussion que j'ai eue avec Jean-Paul Picci de RTN lorsque il m'a interviewé, où il me disait peut-être un jour, est-ce que vous aimeriez avoir des personnalités liées au club ? Et je lui ai répondu oui, peut-être. Je n'en fais pas forcément un objectif, mais j'étais loin de m'imaginer
que quelques mois plus tard, en fait, voilà, ça allait se concrétiser. On a déjà eu des grands joueurs de ce club. Et puis, on se réjouit d'en avoir encore d'autres durant les prochaines saisons. On est tous ensemble réunis autour de la passion de ce club. Ce club, on l'a dans la peau. Je pense qu'on peut le dire quand on est passionné comme ça. Et puis, à titre personnel, c'est vrai que c'est un projet qui mûrissait dans ma tête depuis des années et des années. Je le disais avant, je suis le club depuis très longtemps. J'avais envie d'offrir comme ça un espace un petit peu de partage, de prendre aussi les avis d'autres personnes, les connaissances footballistiques et les connaissances liées à Xamax d'autres personnes. Je peux le dire aussi, Xamcast, c'est des belles rencontres, déjà à commencer par vous, les animateurs. Et puis, je trouve qu'on forme vraiment une équipe chouette. Et puis, voilà, je me réjouis de continuer cette belle aventure la saison prochaine. Dans le projet du podcast qui restera bien évidemment notre média principal, mais là je vous donne un petit peu quelques infos croustillantes, mais on est en train à l'interne un peu de discuter comment diversifier le projet Xamcast. Donc voilà, j'aimerais aussi peut-être offrir la possibilité à nos invités dans le public de dire quelques mots, en fait, comment vous avez perçu Xamcast et puis comment voilà, notre émission, elle s'est intégrée petit à petit dans votre quotidien. Sam, je vous laisse peut-être lever la main, les gens qui veulent témoigner. Et puis, Sam, je te laisse aller passer le micro. Moi, j'aimerais déjà vous féliciter pour ce que vous avez fait parce que c'est vraiment top. Puis c'est chouette de vous écouter quand vous les publiez, soit le soir même ou soit le lendemain. C'est vraiment chouette et félicitations à vous. Et moi, je l'envoie à toute ma famille et à mes amis proches et ils l'écoutent et ils disent que c'est magnifique. Donc, continuez comme ça. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'était une excellente idée de faire ce podcast. Y en a, comme ça a été dit juste avant, il y en a qui l'écoutent le soir même. Moi, je l'écoute tous les lundis matins avant d'aller au cours. Ça lance ma semaine. Puis vous avez aussi la chance d'avoir de grands invités. J'ai eu la chance moi-même de participer à un épisode. Puis franchement, c'était une excellente idée d'avoir créé ça. Merci. D'autres témoignages encore dans le public ? Alors, les épisodes sont très bien réalisés. Félicitations à toute l'équipe pour votre engagement et on se réjouit de vous redécouvrir pour la saison suivante. Merci beaucoup. Moi, je suis la compagne de Mirko et j'aurais bien aimé savoir, Monsieur Moulin, comment c'était pour vous la découverte de ce podcast. C'était bien, c'était sympa, bonne ambiance. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter pendant 2 heures? Ça m'a fait peur au début. Je me disais, parce que normalement, quand vous allez sur RTN, ça dure 5-10 minutes. C'est rapide, c'est concis. Vous sortez de là, vous dites, moi, j'ai pas eu le temps de tout dire. Mais là, j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises parce que c'était vraiment presque un passage, comme on dit, sur le grill, quoi. Hein. Mais c'était très chouette, bonne atmosphère, oui, merci. C'est aussi pour ça qu'on tient à vous donner un petit peu l'ordre du jour. On vous a traité comme on a traité nos invités, c'est-à-dire qu'on vous a donné quelques temps à l'avance un peu les sujets, pas que vous soyez trop surpris sur quoi on allait parler, évidemment, dans le podcast. Voilà. Je vais terminer un peu cet épisode par les remerciements. Alors, comme je l'ai dit avant, je profite de votre présence, Monsieur Moulin, en tant que représentant du club, pour remercier le club de Neuchâtel Xamax. Évidemment, sans club, pas de podcast, puisque c'est le sujet. On vous remercie de nous avoir offert l'opportunité de découvrir un petit peu les coulisses du club, de faire connaissance avec vous, avec Uli Forte, avec l'ensemble des joueurs. Et puis on trouve que ça amène vraiment un plus au niveau de ce qu'on peut offrir pour notre communauté. On voit quand même que depuis qu'on a accès à l'intérieur du club, les niveaux d'écoute ont augmenté. Donc ça veut dire que ça intéresse aussi quelque part la communauté d'avoir un peu des avis à l'intérieur.
Je voudrais évidemment vous remercier, vous, le public qui est présent aujourd'hui, mais aussi évidemment tous ceux qui vont écouter cet épisode. Vous êtes évidemment, bien entendu, une de nos sources principales de motivation. Plus vous nous écoutez, plus ça nous donne envie de continuer à vous produire, on l'espère, du contenu de qualité. Et puis, j'aimerais aussi tout simplement terminer par vous remercier, vous, mes 4 collègues animateurs. Je sais que parfois, je prends beaucoup de place. Vous l'avez vu d'un point de vue technique. C'est moi qui gère tout le podcast, donc c'est vrai que c'est des fois logique que je prenne un petit peu de place pour la partie technique. J'essaye de vous en donner de plus en plus. Je constate avec bonheur que vous en prenez de plus en plus. Vous appréciez aussi ce qui est fait dans le cadre de ce podcast. Et puis voilà, on espère que ça sera une longue aventure. Et puis, comme on le dit souvent entre nous, voilà, on est finalement quelque part un peu comme vous. On ne se donne pas forcément d'objectifs pour la saison prochaine. On verra où le podcast peut nous amener. Nous allons marquer bien évidemment une pause. On ne va pas faire de l'échauffement comme le reste de l'équipe, une préparation de saison. Puisque je peux déjà vous dire que le premier épisode de la saison 2 sera le dimanche 4 août. On ne reprendra pas exactement au même moment que la saison, puisque l'animateur principal sera en vacances à ce moment-là. Donc, depuis où je serai, je ne pourrai pas assurer la technique de l'épisode. Mais ça ne veut pas dire qu'on sera complètement inactif pendant la pause. On est encore en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va vous proposer comme petit contenu autour de Xamcast pendant la pause. Merci à vous tous de nous écouter et puis à l'année prochaine pour la saison 2. Bye bye tout le monde.